Bien le bonjour. Bienvenue à cette table ronde sur la nouvelle philanthropie qui se tient dans le cadre du Congrès international de l'EFRIS, l'Association internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale. Mon nom est Bernard Saint-Jacques. Pour les personnes qui étaient dans la salle cette semaine, on a eu l'occasion de se croiser. Je suis votre animateur pour aujourd'hui, mais dans la vie, je suis directeur général à la clinique Droit Devant, un organisme communautaire montréalais qui intervient auprès des personnes sans domicile fixe et en sortie de rue, aux prises avec des problèmes judiciaires. Donc, depuis 4 jours, se tient ici, à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, ce 7e congrès de l'EFRIS, avec un thème de taille, on l'a bien vu, certes pour l'ensemble de la société, mais aussi pour nous, praticiens, praticiennes, chercheurs, chercheuses du merveilleux monde du travail social, à savoir solidarité en action et en acte, quelle recomposition. Pendant un peu plus d'1 heure et demie, nous allons donc débattre sur toute cette question de la nouvelle philanthropie en se posant la question à savoir vers quelle recomposition des solidarités pouvons-nous tendre. Le tout sera fait en web diffusion, en direct. Certains auront l'impression que je me répète, mais c'est parce qu'il y a une nouveauté dans vos collègues et des gens qui peuvent recevoir et qui peuvent nous écouter en direct en ce moment. Donc, je suis en compagnie de nos 4 débatteurs, qui sont Sylvain Lefebvre, professeur à l'UQAM, Marie-Chantal Lauca, du Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, M. Jean-Marc Chouinard de la Fondation Lucie et André Chagnon, ici au Québec, et Mme Sylvie Van Flair, chargée de cours et psychomotricienne en Suisse. Alors, on cherche entre autres à savoir quelle est la place de la nouvelle philanthropie, son apport et ses limites en relation avec le rôle de l'État, entre autres dans le cadre de la nouvelle gestion publique que nous avons abordée, entre autres, cette semaine, son historique, ce qui fait d'elle un incontournable, évidemment, des initiatives sociales dans nos sociétés, et plus largement, comme on le mentionnait dans l'invitation de ce congrès, quelles sont les possibilités et les limites des solidarités entre les secteurs publics, associatifs et philanthropiques dans l'amélioration du bien-être social. Voilà. Maintenant, comment on va procéder? Il y aura 2 parties à ce débat, l'une visant davantage à jeter les bases de la nouvelle philanthropie et l'autre à situer davantage des enjeux et des perspectives, en particulier avec le terme de ce congrès, qui est les recompositions des solidarités. Donc, dans la première partie, qui va être environ d'une durée d'1 heure, on aura une présentation de chacun des panélistes sur ce que l'on désigne par nouvelle philanthropie et à quel type de solidarité elle renvoie. Ensuite, nous tiendrons un 10 minutes d'échange, coup de poing, entre panélistes, discussion, un vrai débat, et débat que nous étendrons ensuite à l'ensemble de la salle. Ça, c'est la première heure. Dans la deuxième partie, nous accorderons un 6 minutes d'intervention supplémentaire à nos panélistes, auxquels on va demander de se positionner sur les enjeux entourant le rôle joué par la nouvelle philanthropie dans la recomposition des solidarités. Et ensuite, nous enchaînerons avec un échange général, réaction publique, panéliste. Donc, il faudra faire gaffe de rester dans le sujet et ne pas trop s'avancer sur les enjeux et perspectives d'entrée de jeu, et bien d'attendre la deuxième portion de ce débat. Je vais être aussi strict sur le temps, évidemment. Donc, je demanderai donc, dans le débat, d'aller droit au but dans vos commentaires, dans vos questions, et je vais faire de même concernant les réactions de nos chers panélistes. Et le tout, bien entendu, je m'attends à ce que ça se déroule dans le grand respect. Hein? Alors, partie numéro 1. Vous êtes prêts et prêtes? C'est un départ. Qu'est-ce qu'on désigne par nouvelle philanthropie et à quel type de solidarité elle renvoie? Voici nos panélistes. En premier lieu, il est docteur en sciences politiques. Il est professeur à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal et directeur scientifique du PhiLab, le laboratoire de recherche sur la philanthropie. Ses recherches portent plus spécifiquement, tiens donc, sur les transformations de l'action collective et le rôle des fondations. Accueillons dans ce ring notre premier débatteur, M. Sylvain Lefebvre. Bonjour, merci pour la présentation sportive. Merci beaucoup pour l'invitation qui m'a été faite de vous parler notamment de cette question de la nouvelle philanthropie. Au risque de vous décevoir, j'ai un regard, moi, assez
méfiant envers l'usage de ce terme de nouvelle philanthropie. Quand on parle de nouvelle philanthropie, souvent, ce qu'on a en tête, c'est une espèce d'opposition entre aujourd'hui une philanthropie qui serait très proche en fait, du monde des affaires, qu'on va appeler philanthropie de capital risque, venture philanthropy, toutes sortes de désignations. Donc il y aurait une philanthropie aujourd'hui des grandes fondations qui miseraient sur, au fond, qui verraient leur action comme une action d'investissement, un modèle basé sur qui dupliquerait des manières de faire du monde des affaires dans le monde de la philanthropie, donc très proche du monde de l'entreprise, avoir un impact mesurable. Le rôle de la fondation serait de piloter le changement. Bon. Et on opposerait cette nouvelle philanthropie à une ancienne philanthropie qui serait le monde simplement du don, de la gratuité, le monde du bénévolat et de la charité, où le rôle de la fondation est simplement d'être un bailleur de fonds gentil. Donc c'est un peu le découpage qu'on a quand on parle de nouvelle philanthropie et d'ancienne philanthropie. Or, ce découpage-là ne résiste pas au moindre regard historique. C'est-à-dire que dans les années 80, quand on voit l'action des fondations, déjà elles disent qu'elles font une action déjà stratégique, déjà rationnelle. Mais vous remontez avant les années 50, la fondation Ford qui finance les sciences sociales, c'est pour avoir une philanthropie scientifique basée sur des faits scientifiques où il faut sortir de la charité et puis il faut avoir une approche rationnelle. Bon. Mais vous remontez avant, et puis vous avez au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, la création des premières grandes fondations modernes. La fondation Carnegie, c'est l'idée d'une philanthropie, c'est le terme qu'utilisait, d'une philanthropie scientifique qui s'oppose à la vieille charité. Donc ça, c'est fin XIXe siècle. Et pour ça, on va créer une science qui va s'appeler le travail social, qui va être une approche rationnelle et scientifique des problèmes sociaux. Donc cette revendication de nouveauté, d'une action rationnelle, stratégique, qui s'oppose au vieux monde de la charité poussiéreuse, au fond, c'est un motif qui revient en permanence dans la légitimation. C'est une espèce de matrice de légitimation de la philanthropie qui est permanente depuis un siècle et demi. Et c'est plutôt, en fait, chaque génération de fondation ringardise la précédente en disant « mais ça, c'était la charité poussiéreuse, nous, on est rationnel, stratégique. » Bon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec ce terme. Par contre, on peut se dire que oui, effectivement, il y a plutôt un côté éternellement nouveau. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir des cycles un petit peu d'évolution des fondations. Quand une fondation naît, je parle ici des grandes fondations privées, oui, souvent elle naît liée à l'accumulation d'un capital par des gens du monde de l'entreprise privée. Et donc souvent, quand une fondation naît, elle naît d'un succès dans le monde des affaires. Et donc souvent, il y a une espèce de confiance en soi, pour le dire comme ça. On a réussi dans le monde des affaires, donc on va réussir dans le monde des problèmes sociaux. Et on va dupliquer un savoir-faire. Donc il y a une espèce d'hubris, on est capable, on est fort, ça naît d'un succès, donc il y a une espèce on se sent comme ça. Et donc souvent les fondations, quand elles naissent au début, ont cette espèce, j'allais dire, de confiance, peut-être d'arrogance aussi. Et à mesure que la fondation s'institutionnalise, qu'elle recrute des gens qui sont des professionnels des milieux dans lesquels elle travaille, qu'elle se défait de son attachement à l'accumulation et au monde de l'entreprise dont elle vient, très souvent, elle se transforme. Donc les fondations, en fait, elles-mêmes se transforment. Il y a comme l'évolution de tout être humain, il y a des âges des fondations. Et donc elles évoluent aussi selon des générations d'institutionnalisation. Et donc au début, quand Ford crée la fondation Ford, bon, c'est sûr que c'est collé, mais 3 générations plus tard, quand la fondation Ford finance les forums altermondialistes en Amérique du Sud, il n'y a plus aucun rapport avec l'entreprise Ford. Bon. Donc, on pourrait dire que c'est éternellement nouveau, c'est aussi ça, parce que les fondations elles-mêmes évoluent. Troisième point, oui, on peut dire qu'il y a une diffusion du modèle quand on s'attache aux mots, c'est-à-dire que toutes les fondations parlent aujourd'hui effectivement d'avoir un impact. Elles vont utiliser un vocabulaire assez managérial, les pratiques de reddition de comptes, de benchmark. Mais je vous ferai remarquer que ce vocabulaire-là, il n'est pas que dans les fondations, il est aussi dans les universités, dans les administrations publiques. Et donc ce côté nouveau management public, il est très largement partagé. Et je ne suis pas sûr que ce soit seulement les fondations qui introduisent ce vocabulaire-là et cette manière-là de voir. J'allais dire que ce serait trop beau si c'était seulement les fondations qui amenaient ça. Mais oui, c'est sûr que c'est une manière de voir, donc de voir leur intervention comme un investissement qui est de plus en plus diffuse et prégnante. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, et je terminerai là-dessus, c'est le milieu de la philanthropie. Quand on pense à la philanthropie, on est aveuglé par les 3-4 grandes fondations qu'on connaît. On entend philanthropie, puis on pense à la fondation Gates, ou par exemple au Québec, on va penser à la fondation Lucie et André Chagnon, ou on pense aux grandes. Mais quand on s'intéresse à ce que c'est que le champ philanthropique, il y a 10 000 fondations au Canada. La très grande majorité des fondations ont en fait un capital
de moins d'1 million, ce qui veut dire que si elles dépensent 3,5% de ce capital chaque année, en fait, c'est des budgets assez petits. L'immense majorité des fondations n'ont pas de salariés, n'ont pas de vision à long terme, n'ont pas de cadre stratégique. Donc, l'essentiel des fondations, en fait, ne sont pas du tout dans cette vision-là parce qu'elles n'ont pas la capacité d'être dans cette espèce de vision stratégique, d'imposer des choses aux autres organismes. Donc, il faut bien avoir ça en tête, le fait que c'est un milieu extrêmement hétérogène, où en fait, il y a quelques gros, et l'essentiel, après, c'est des tout petits acteurs dans le monde de la philanthropie. Et le dernier élément, c'est que quand on fait attention à cette appréhension de la nouvelle philanthropie comme des acteurs écrasants, puis qui changent sans arrêt, qui changent les orientations, quand on s'intéresse au flux philanthropique, qu'est-ce qui est financé? En fait, il y a une immense permanence et inertie. Qu'est-ce qui est financé? Qu'est-ce qui reçoit des fonds de la part des fondations, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit au Canada? Les bénéficiaires de la philanthropie, c'est les universités, les hôpitaux, les musées, les grandes institutions. Et plus elles sont grandes, plus elles reçoivent de soutien. C'est ça, les grands qui reçoivent énormément de fonds de la part des fondations. Et donc le soutien, j'allais dire, vraiment au milieu communautaire, en fait, c'est une toute petite portion. Et les réalignements, les changements de politique, les changements de stratégie, oui, il y en a, mais en fait, il y a surtout une très grande inertie, une très grande continuité, on pourrait dire un très grand statu quo aussi, dans ce qui est financé par la philanthropie. Et, voilà. Et je terminerai juste en disant qu'à mon avis, ce qui change, c'est peut-être moins les fondations que le rôle qu'on attribue aux fondations, et notamment le rôle que l'État attribue aux fondations. Ce qui change, c'est l'articulation à l'État. Ce qui change, c'est moins le statut de la philanthropie que le fait que depuis 30 ans, il y a eu, par exemple, une délégitimation de l'impôt et une légitimation du don comme manière d'agir collectivement. Et c'est plutôt ces phénomènes-là, à mon avis, qui changent beaucoup notre réalité. C'est le rôle qu'on attribue à la philanthropie plus que la nature de la philanthropie. Voilà, merci. Alors, la glace de cette très canadienne patinoire est bien brisée. Nous allons continuer tout de suite avec la coordonnatrice à la vie associative et à l'éducation populaire, au mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, le MEPAC. Elle a aussi été de 2013 à 2017 agente d'analyse et de formation au RIOC, le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. On va se préparer et on va accueillir Madame Marie-Chantal Lauca. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation aujourd'hui à ce panel. Je suis encore un petit peu en conflit identitaire là, entre le RIOC et le MEPAC. Donc, ça fait à peine 3 mois que je suis rendue au MEPAC. Donc, ce que je présente aujourd'hui, c'est vraiment l'analyse qui a été développée davantage dans le cadre de mon travail comme agent d'analyse au RIOC. Donc, ça se peut que vous ayez l'impression que je parle au nom du RIOC. C'est un peu ça, mais c'est pas ça. Donc, merci aussi, Sylvain, tu as mis la table, donc je n'aurai pas nécessairement besoin de passer énormément de temps. Je vais juste rapprocher. Je peux y aller avec la souris, j'imagine. Je peux l'amener ici, comme ça. C'est bon, ça. Passer beaucoup de temps, donc justement, sur ce qu'on entend par nouvelle philanthropie, étant donné que Sylvain a déjà bien mis la table. Donc, effectivement, bon, il l'a déjà dit. Oui, on oppose un peu cette nouvelle philanthropie-là à une philanthropie qui serait plus ancienne, dont le contexte d'apparition est aux États-Unis. Donc, je vais passer vraiment là, rapidement. Oups, en fait, c'est déjà fait. Le contexte général là, de ce qu'on va appeler la nouvelle philanthropie, donc l'augmentation des profits des entreprises, donc l'augmentation des sommes dont les fondations disposent. C'est beaucoup lié à l'essor des nouvelles technologies. Et donc, il y aurait comme une critique des anciennes fondations. Mais bon, Sylvain a mentionné déjà que chaque nouvelle fondation critique déjà un peu celles qui l'ont précédée. Donc aussi, on identifiait, quand on parle de nouvelles philanthropies, les nouvelles fondations, oui, des fondations qui investissent dans le champ du social, oui, qui amènent certaines méthodes utilisées dans le milieu privé, donc pour gérer les problèmes sociaux. Donc cette idée qu'effectivement, si on a réussi dans le privé, on peut appliquer ces méthodes-là à la gestion des problèmes sociaux et que ça va fonctionner. Et aussi, donc, d'avoir une certaine influence sur l'État, d'orienter peut-être un peu les politiques sociales qui sont mises en place.
Donc ça, je ne passerai pas plus longtemps là-dessus. Peut-être au Québec, quand on parle de l'arrivée des nouvelles fondations, on situe cette arrivée-là dans ce qu'on peut appeler la perspective d'investissement social. Donc, la perspective d'investissement social qui se serait développée donc, dans les années 90. Donc, on a assisté dans ces années-là, on a vu dans ces années-là donc, les gouvernements canadiens et québécois amorcer un virage vers cette perspective d'investissement social. Donc, c'est décrit par les partisans de cette approche-là donc comme un compromis entre le néolibéralisme plus sauvage des années 80 et l'État-providence hérité de l'après-guerre. On perçoit aussi cette approche-là comme une manière, d'un côté, de gérer sainement les finances publiques, là, de gérer cette crise de la dette dont on nous parle beaucoup, mais en maintenant un certain niveau d'intervention de l'État dans le domaine du social. Et donc, dans cette perspective-là, le public et le privé vont se partager la responsabilité de gérer les enjeux sociaux. Donc, on peut dire un peu que c'est dans cette perspective d'investissement social-là que donc, le gouvernement a fait affaire avec la Fondation Chagnon donc, pour établir les partenariats publics-privés. C'est pas de la Fondation Chagnon spécifiquement dont moi, je vais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui. C'est davantage donc du projet Impact collectif développé par Centraide du Grand Montréal, donc qui a été présenté le 15 octobre 2015 devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Donc, quand ce projet-là est arrivé au RIAC, on en a fait une analyse et on s'est dit, voilà, c'est une des manifestations de ce qu'on peut appeler ce courant de nouvelle philanthropie-là. Donc, c'est de cet angle-là qu'on l'a vu et on parlait là, que les fondations, bien, du moins, nous, on perçoit autrement le rôle des fondations, mais quand même, quand on regarde le vocabulaire utilisé par Centraide du Grand Montréal, qui se décrit comme un accélérateur de changement qui vise à augmenter l'impact de la mobilisation, à obtenir des résultats mesurables et marquants sur la réduction de la pauvreté dans les quartiers montréalais. Donc, on trouvait que ça s'inscrivait vraiment dans ce courant-là de nouvelle philanthropie. Donc, le projet Impact collectif, le PIC, s'est donc inspiré du concept d'impact collectif qui a été mis de l'avant par des auteurs américains en 2011, notamment là, dans la Stanford Social Innovation Review. En fait, ce concept-là a été développé par des auteurs qui ont observé différents projets mis en œuvre aux États-Unis. Donc, on peut dire que, ouais, c'est vraiment écrit petit, hein, mais bon, je vais vous l'expliquer. Dans le fond, c'est plus un soutien pour moi-même, les diapos, des fois. Donc, à l'heure actuelle, au Québec, le mode de financement qui prévaut, en fait, c'est ce qu'on peut appeler, en fait, c'est ce que les auteurs qui ont développé la théorie de l'impact collectif, eux, appellent l'impact isolé. Donc, au Québec, à l'heure actuelle, le gouvernement, il y a des fondations, des entreprises privées qui soutiennent des initiatives développées par des organismes pour faire face à différentes problématiques sociales qu'on rencontre dans la société. Donc, c'est vraiment des initiatives davantage individuelles. Oui, il y a des groupes qui s'associent ensemble, mais globalement, on est plus dans l'action isolée, donc dans l'impact isolé. L'impact collectif, la manière dont ça a été développé aux États-Unis, c'est qu'on a choisi, admettons, un secteur, par exemple, la lutte au décrochage. Et là, plutôt que de financer des initiatives individuelles développées par des groupes, on s'est dit, bon, bien, tous les acteurs, autant les acteurs institutionnels, les acteurs privés, les acteurs communautaires, doivent se mettre ensemble, travailler en concertation pour régler le problème du décrochage scolaire. Donc ça, c'est vraiment l'impact collectif. On se met tous ensemble pour avoir un impact collectif sur une problématique déterminée. Centraide, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cette approche-là. Au lieu de l'appliquer sur un secteur, ils l'ont déployé géographiquement. Donc, l'impact collectif doit avoir lieu dans les quartiers. Donc, on ne choisit pas une thématique comme le décrochage scolaire, on choisit un quartier. Donc, Centraide a sélectionné 17 quartiers à Montréal et ils ont dit, bon, bien, nous, on va investir massivement pour avoir un impact dans un quartier sur la réduction de la pauvreté. Donc, ça vient un peu modifier. Oui, il y a plusieurs quartiers qui étaient déjà regroupés, qui se concertaient déjà autour de leur table de quartier. Il y en a où il n'y avait juste pas de table de quartier. Donc, ça vient un peu, ils veulent comme accélérer, accentuer cette dynamique qui fait en sorte que les groupes travaillent dans un quartier et avec les autres acteurs, donc les acteurs institutionnels, les acteurs privés, mais de manière localisée sur un territoire géographique déterminé.
Bon, je ne vous passerai pas là, tout en détail la théorie de l'impact collectif. En fait, ce qui est important de retenir, à mon avis, c'est qu'il y a une théorie de l'impact collectif. C'est que Centraide est allé chercher cette théorie-là. C'est une approche et demande au groupe aujourd'hui d'appliquer cette approche-là. C'est sûr, on n'est plus là, dans l'approche d'intervention dictée par une fondation, mais c'est quand même une approche qui est imposée au groupe. En ce sens où si les groupes veulent avoir du financement, doivent s'inscrire dans l'approche d'impact collectif. Peut-être quelques éléments au RIOC qu'on trouvait intéressant de retenir de cette théorie-là. Bon, il y a une série de conditions préalables pour instaurer un projet d'impact collectif. Un de ceux-là, c'est donc un sentiment d'un urgent besoin de changement, créer un sentiment d'urgence. On considérait que c'était un peu ça que Centraide du Grand Montréal avait fait, en ce sens que quand ils ont présenté le projet en octobre 2015, ils ont mis des délais très courts. Donc, les quartiers devaient envoyer une note d'intention seulement quelques semaines, quelques mois, là, genre en décembre, tout de suite après l'annonce. Et on sait, dans les organismes communautaires, il y a des processus démocratiques qui prennent du temps, mais qui sont démocratiques. Et là, de consulter les membres, de consulter, de faire une assemblée, de discuter, de peser le pour et le contre, de participer à ce genre de projet-là. Donc, les processus des groupes ont été un peu bafoués dans le déploiement de ce projet-là. Donc, parmi les éléments de succès aussi. Donc, on avait des conditions préalables. La théorie nous dit qu'on a des éléments de succès aussi pour réussir un projet d'impact collectif. Parmi ces éléments-là, donc, il y a l'importance d'une structure de soutien. À Montréal, cette structure de soutien-là, bien, ce sont les tables de quartier, les tables de concertation qu'on retrouve au sein de chaque quartier. Donc, il y a aussi toute une échelle. Donc, la mise en œuvre d'un projet d'impact collectif se décline en 3 étapes. Donc, il va y avoir le passage à l'action, l'organisation de l'action et le soutien de l'action. Donc, ça aussi, on voit là, quand on va sur le site Internet du PIC. Donc, on voit vraiment là, la manière dont le projet est déployé. Ça suit vraiment là, la théorie de l'impact collectif. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? Le PIC à Montréal, c'est 21 millions. Là, les chiffres changent parce qu'ils vont chercher des fonds, ils vont chercher davantage de fondations. Là. Je dois avouer que je ne suis pas allée les vérifier cette semaine, mais la dernière fois que j'avais vérifié, le PIC, c'était 21 millions de dollars sur 5 ans investis dans les quartiers. On a la liste des fondations. Dans le fond, Centraide, ils sont allés chercher des fonds de ces grandes fondations-là au Québec. Et ils nous disent qu'ils ont créé cette initiative-là parce qu'on sait, Centraide du Grand Montréal, la campagne de financement, depuis plusieurs années, ils n'atteignent pas nécessairement leur objectif. Ils font des compressions au niveau de plusieurs groupes. Et là, ils se sont dit, on va continuer à financer les groupes comme on le faisait avant, avec une campagne qui en arrache de temps en temps. Et on va mettre le PIC en œuvre aussi de l'autre côté. On va aller chercher des fonds de ces grandes fondations-là pour les déployer dans les quartiers. Donc, j'achève vraiment. Je l'ai dit, c'est 17 quartiers. Il y a des soutiens. Donc, il y a 5 quartiers qui ont été choisis pour un soutien intensif, les autres pour un quartier modéré. Puis, en gros, donc le PIC, ce que ça soutient, c'est des démarches de développement social en lien avec le plan d'action élaboré dans l'étape de quartier. Ensuite, on fait une évaluation de la démarche. Et donc, le PIC, c'est un appui financier et ça peut être d'autres formes de soutien aussi, donc pour la réalisation du plan d'action que les quartiers se sont donnés. Merci beaucoup. Alors, on continue. Nous avons aussi sur ce plateau le président de la Fondation Lucie et André Chagnon depuis septembre 2016. Il en était auparavant le vice-président stratégie et partenariat et il est d'ailleurs associé au développement de la Fondation depuis ses débuts en 2001. Il est détenteur aussi d'un baccalauréat en sociologie et d'une maîtrise en urbanisme et il est aussi sportif de haut niveau accompli, ayant mené une brillante carrière en escrime. Mesdames et messieurs, Monsieur Jean-Marc Chouinard. Ouais, là, vous ne me faites pas rajeunir. Alors, merci beaucoup pour cette invitation de la part des organisateurs. Nous sommes parmi ceux qui croyons qu'effectivement, sur ces discussions entourant la philanthropie, c'est par le dialogue entre nous que l'on allons trouver les rôles respectifs que nous devons jouer le mieux possible pour pouvoir s'intéresser et travailler à relever les défis qui sont devant nous.
défis de société qui sont quand même assez aigus avec la phase de transition sociale et écologique dans laquelle nous sommes actuellement, qui demande à nous tous, je pense, de voir comment nous pouvons mieux jouer notre rôle. Ce que j'avais le goût de vous proposer aujourd'hui, alors je pense que Sylvain et Marie-Chantal l'ont bien déjà placé, la question de la nouvelle philanthropie est aussi une notion qui est nouvelle pour nous. On a plutôt une pratique, comment dire, un profil plutôt praticien de cette aventure-là. Donc, c'est plutôt ça que je vais vous proposer. Et également, peut-être vous dresser quelques éléments d'apprentissage principaux qui nous propulsent actuellement dans notre trajectoire vers une nouvelle forme de rôle que l'on souhaite jouer dans les prochaines années comme fondation au Québec. Peut-être pour ceux qui viennent de l'extérieur du Québec, un court très bref rappel de ce que c'est la Fondation Lucien-André Chagnon. Elle a été mise sur pied, en fait, en 2000, issue de la vente d'une entreprise de câbleau-distribution au Québec, propriétaire d'une famille qui a décidé donc de remettre à peu près 80% du produit de la vente de cette entreprise à une fondation dont l'essentiel à l'époque de la mission était lié à la prévention de la pauvreté, prévention de la maladie. Mais depuis, un choix a été fait en 2007 de se concentrer strictement sur la prévention de la pauvreté par la réussite éducative. Donc, alors, je vous disais tout à l'heure, on a appris le métier. En fait, si j'avais à résumer les 15-16 dernières années, c'est vraiment ça, là. On pense que c'est nécessairement quelque chose qui est super organisé, faire de la philanthropie, mais je pense que le parcours qui est le nôtre, en tout cas, ça a été vraiment de se dire, bien, OK, mais comment ça se passe, comment on peut faire bien ça, et comment on peut apprendre, comment on a pu apprendre à faire ce métier. Et au cours de ce métier, bien, essentiellement, il y a eu plusieurs apprentissages. Et je vais vous en noter quelques-uns, en fait, qui sont les principaux qu'on a retenus pour, comment dire, placer, en fait, la nouvelle forme de soutien que nous envisageons pour le futur. Le premier, comme organisation, nous avons été une organisation qui était perçue et réellement qui avait toujours de l'argent, là. Ça ne change pas beaucoup. Mais aussi qu'il y avait des solutions. Nous étions aussi perçus, toujours avec de l'argent, et aussi avec des solutions et des résultats spécifiques et dirigés. Et nous étions une organisation aussi perçue, et c'est un corollaire naturel des deux premiers, davantage dans une relation transactionnelle avec donc les différents partenaires avec lesquels on travaillait. Évidemment, vous comprendrez que dans le contexte des apprentissages que nous avons faits au cours des dernières années, cette façon de faire, dans une logique qui était fortement imprégnée de certains principes, notamment celui de l'empowerment des partenaires que nous soutenions au niveau local ou régional, cette façon de faire-là nous a amenés dans toutes sortes d'ornières. Alors depuis, nous prenons l'orientation dorénavant de nous diriger vers une organisation qui n'a plus de solutions, mais qui va soutenir ceux qui trouvent les solutions, qui font émerger les solutions sur le terrain. Nous allons également, évidemment, quitter la logique d'avoir des résultats spécifiques et dirigés. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant le retour sur notre investissement que le succès des organisations ou des regroupements d'organisations que nous soutenons. Donc, les résultats seront ceux que ces organisations réussiront et nous nous inspirerons de cela pour voir comment nous pouvons isoler et mieux comprendre la valeur ajoutée de notre soutien à leur succès. Et dans un dernier élément, toujours corollaire des deux premiers également, bien, au lieu d'être dans une approche transactionnelle, vous comprendrez que nous allons privilégier dorénavant une approche beaucoup plus relationnelle, fondée sur, évidemment, le respect, et même si les relations sont d'emblée asymétriques, voir comment on peut travailler dans une logique la plus égalitaire possible avec nos partenaires. Évidemment, tout ça se fait dans un contexte où, important de le noter, prévention de la pauvreté par la réussite éducative, c'est assez large. On a compris aussi au cours des dernières années
que prévention, on avait peut-être adopté une certaine forme d'approche davantage inspirée peut-être de notre autre mission dans le passé, qui était celle de la maladie, d'une approche un peu médicalo-centrée, on va dire ça comme ça. Évidemment, on s'est rendu compte très clairement au fil du temps que l'articulation et l'équilibre en des aspects qui sont d'ordre individuel versus des aspects qui sont d'ordre systémique, qui s'intéressent aux conditions dans lesquelles vivent les gens, était quelque chose sur lequel on devrait porter beaucoup davantage de notre attention. Alors, dorénavant, évidemment, prévention de la pauvreté par la réussite éducative veut dire pour nous d'abord, pour réussite éducative, non pas simplement une logique liée à la diplomation et à la qualification, mais vraiment à la réalisation du plein potentiel des personnes, de leur bien-être et surtout de leur capacité d'être un acteur citoyen, critique et socialement en mesure de faire ses propres choix. Ça, c'est un. Deux, ce qui nous intéresse et ce qui nous motive le matin, c'est de constater les écarts de traitement, les écarts d'accès, les écarts de réussite, entre guillemets. Donc, pour le dire autrement, les iniquités. Et ce qui nous intéresse de voir comment on peut travailler avec d'autres partenaires, c'est comment peut-on s'intéresser aux conditions qui génèrent ces iniquités dans notre société néanmoins bien nantie. Alors, c'est dans ce contexte que, évidemment, parlant de solidarité, quelques exemples concrets peuvent aider à comprendre. Nous travaillons, par exemple, dans des quartiers comme Montréal-Nord, Est et Ouest, à travailler à la mobilisation citoyenne, à soutenir des projets de mobilisation citoyenne qui viennent, dans certains cas, dans Montréal-Nord, on parle de 500 citoyens qui se réapproprient un quartier à travers d'autres investissements qui sont faits liés à la possibilité de rendre accessibles des logements sociaux abordables pour grandes familles et avec des dispositifs comme des accorderies également qui font en sorte que le lien social et l'échange d'expertise, la reconnaissance d'expertise et de compétences chez différents individus n'est pas lié seulement à une job, mais également à leur capacité de pouvoir aider leurs prochains et à développer d'autres formes de projets par la mesure où cette mobilisation sociale citoyenne permet d'identifier les priorités sur lesquelles ils veulent voir arriver des choses. Alors, par exemple, des jardins au lieu de stationnement, un système alimentaire à la place d'un désert alimentaire et un CPE versus aucun service. Donc, actuellement, dans Montréal-Nord, on essaie de soutenir des initiatives qui vont dans ce sens. Il y a des exemples semblables dans des régions aussi au Québec. Si je prends le Bas-Saint-Laurent, avec 8 MRC, une région qui travaille sur 4 priorités, dont l'insertion à l'emploi, évidemment la petite enfance, la réussite éducative. On parle de 150 partenaires de différents milieux. Et un trait commun de notre soutien en général tout le temps, c'est de voir comment on peut soutenir la collaboration, le travail ensemble, le développement d'une vision commune, donc la création de solidarité entre différents partenaires pour voir comment ces gens-là peuvent éventuellement trouver des solutions aux enjeux qui sont les leurs. Et d'un autre niveau, en termes de solidarité entre fondations, à un niveau plus systémique, sur parfois une ligne qui n'est pas toujours évidente, une ligne de tension entre doit-on, d'une certaine manière, influencer ou pas. Je fais référence ici à la sortie publique, il y a 2 ans maintenant, je pense, du collectif de fondations, dans le contexte de la rigueur ou de l'austérité, ou on ne sait plus comment l'appeler, des compressions qui étaient réalisées par notre gouvernement ici au Québec. Un appel et en fait une forme de relais des préoccupations qu'on entendait sur le terrain également. Un appel de ces fondations à notre gouvernement de dire, écoutez, vous pouvez prendre ce type de décision-là, mais il nous semble que vous devriez vous doter, et on vous fait même un appel à collaborer, vous devriez vous doter d'un instrument de mesure de ces décisions sur l'accroissement des inégalités sociales au Québec. Alors, une série d'exemples qui visent tout le temps à voir comment on peut collaborer ensemble, travailler ensemble pour voir comment on peut améliorer le sort de nos prochains ici au Québec. Alors, merci. Merci. Pour boucler la première boucle, j'inviterai les chargés de cours dans le cadre de la filière psychomotricité à la Haute École de travail social de Genève et psychomotricienne dans la petite enfance. Elle a aussi été formée à la thérapie contextuelle et masterisée récemment en éducation précoce spécialisée. Mesdames et messieurs, j'inviterai Sylvie Wamfler-Benayoum. Bonjour.
Alors, je ne manquerai pas aux remerciements très sincères à Michel Paradzelli et aux membres du comité scientifique de l'EFRIS, parce que c'est un vrai plaisir d'avoir l'occasion d'avoir une tribune libre. Je vais vous parler à la place des professionnels, on va dire, mais seulement de mon point de vue, vu que je ne suis pas travailleuse sociale ni chercheuse, et pourtant impliquée à plusieurs titres, et dans la formation et auprès des équipes éducatives, à me questionner régulièrement. Vous allez voir, ma présentation, elle est un peu décalée parce que justement, je vais parler des impacts sur le terrain et pas de la philanthropie sociale d'un point de vue théorique, on va dire, ou présenter comme les personnes viennent de le faire, mais vraiment parler du point de vue où on pourrait le recevoir sur le terrain. C'est-à-dire de cette façon-là. Depuis 2011 et même bien avant, certains d'entre vous, ici au Canada comme en Suisse, vous avez entendu parler, comme en France, puisque cette citation est tirée du journal Le Monde en présentant les propos tenus par un député français qu'il est fondamental de focaliser la prévention de la délinquance sur la prévention précoce. Vous avez connu ces phrases et vous savez qu'elles impactent les équipes éducatives puisqu'elles se demandent régulièrement, avec moi bien sûr, comment se fait-il qu'on doit soupçonner tous les enfants qui arrivent à la crèche dès l'âge de 4 mois si l'on en croit ce type de discours. Plus récemment, en 2016, dans un journal gratuit qui est aussi distribué en Suisse, qui n'a peut-être pas les mêmes commanditaires, mais toujours est-il qui s'aligne sur les agendas politiques et les agendas des chercheurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une synchronisation des agendas entre la politique, les chercheurs, le résultat des recherches, et tant mieux, et aussi ce qui paraît dans la presse pour ceux qui lisent les journaux gratuits tous les matins, comme moi, pour m'informer des nouveautés et des impacts de la pauvreté ou des émeutes dans les villes, parce que le temps que j'aille au travail, il faut bien que je fasse quelque chose. Et alors, ce journal zurichois, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il y avait une étude à Zurich, pardon, parce que ce n'est pas un journal zurichois, excusez-moi, qu'il y avait de plus en plus de petites pestes à l'école, c'est le titre. Le journaliste a bien réussi son appel. Et alors, ces petites pestes à l'école sont entre 4 et 7 ans. C'est surtout des filles. C'est ce que nous apprend les résultats de la recherche, et aussi qu'ils ont de plus en plus de problèmes de comportement, mais avant l'âge de 6 ans ou 8 ans, ça ne peut pas correspondre aux standards du DSM-3, DSM-4, DSM-5. Donc, c'est des problèmes de comportement et pas des troubles des conduites, ou etc. C'est donc pas un diagnostic, mais quand même, on se demande si ceux-ci ne seraient pas des futurs délinquants. Vous l'aurez compris, il faut que j'accélère. Ensuite, ma compréhension intuitive, parce que comme je suis très curieuse le matin, surtout après avoir lu le journal, j'imagine que ces allégations ont pour but de justifier la surveillance du développement des jeunes enfants. Et je m'imagine qu'est-ce que je vais dire aux étudiants en psychomotricité quand je leur présente évidemment certains tests qu'ils devront faire passer le jour où ils auront du travail. Mais je me dis, mets cette question de côté, Sylvie, c'est pas le moment, et réfléchis plus tard ce soir sur qu'est-ce que tu peux entendre de la prévention précoce. Alors peut-être que vous le savez mieux que moi, mais moi je l'ai découvert très récemment en préparant les travaux pour venir ici, que la prévention précoce ne s'adresse absolument pas seulement aux jeunes enfants. En fait, la prévention précoce, c'est un mode d'intervention en soi qui n'est absolument pas réservé à la petite enfance, comme je viens de le dire, parce qu'il désigne en fait un moment diagnostique. Et il faut comprendre le mot diagnostic pas comme un diagnostic médical, mais un diagnostic qui peut être social ou un diagnostic d'orientation, comme on l'appelle dans le milieu de la pédagogie ou de la pédagogie spécialisée. C'est-à-dire que quand, par exemple, un éducateur précoce spécialisé va à domicile, il y en a peut-être ici parmi vous qui travaillent avec ce genre d'outils, ils doivent proposer aux parents, ou ils peuvent proposer aux parents qui sont volontaires, un outil qui leur permet d'observer l'enfant et de répondre à un certain nombre de questions. Mais certains de ces outils sont configurés pour aller de l'âge de 2 mois jusqu'à 5 ans et être passés tous les 2 mois. Donc c'est ce qu'on appelle... Je
je vais faire dans un autre sens, parce que ça m'arrive quand je fais des conférences de devoir changer le sens, des outils de surveillance du développement. Ils sont parfois présentés aux parents comme un outil d'évaluation du développement. Mais en fait, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que je vous parlais de prévention précoce dans le cadre de la petite enfance, mais la prévention précoce, elle s'applique aussi comme méthode, si vous voulez. On va revenir ici. Comme méthode à la prévention du risque d'incendie, ou, je le disais tout à l'heure, du risque d'émeute, ou du risque de pauvreté. Donc vous voyez que ce schéma que vous avez sous les yeux, en fait, il vous permet peut-être de comprendre qu'une même matrice est appliquée à un ensemble de problématiques qui sont définies à l'avance. Si on veut étudier un des moyens de préconiser des interventions, c'est une matrice extrêmement intelligente, d'ailleurs, qui montre ici, dans le rouge, une zone de criticité qui est très importante. Ça veut dire quoi, la criticité? C'est le calcul d'un rapport entre, si je ne me trompe pas, parce que ce n'est quand même pas mon domaine de spécialité, un rapport entre le pourcentage de survenue des risques, qui est un calcul savant que je ne saurais pas faire, et le pourcentage des impacts qui sont calculés en fonction de différents paramètres et variables quand les risques sont déjà survenus. Alors, si on reprend maintenant la première proposition que je vous ai faite, qui va jusqu'aux éducatrices de la petite enfance, de savoir que vraisemblablement, si on reprend la première phrase, hop là, il est fondamental de focaliser la politique de prévention de la délinquance sur la prévention précoce. On peut changer les termes. Il est fondamental de focaliser la politique de prévention de la pauvreté sur la prévention précoce. Il est fondamental de focaliser la prévention des incendies sur la prévention précoce. Et il est fondamental de focaliser la prévention des émeutes dans les villes sur la prévention précoce. Je reviens là-dessus. Pourquoi ? Parce que si vous avez compris que le moment diagnostique, qui est la prévention précoce, s'oppose à l'idée qu'on puisse faire un autre moment diagnostic qui s'appelle un diagnostic d'opportunité, c'est-à-dire au moment opportun, ce qui signifie, par exemple, si on a Alzheimer ou qu'on pense qu'on a des signes de la maladie, on peut aller consulter et le moment venu, à cause des signes de la maladie, le médecin ou la personne qui nous reçoit, qui n'est pas forcément un intervenant médical, va investiguer, questionner la demande, et ça, c'est le diagnostic d'opportunité. Et c'est ça qui s'oppose à prévention précoce comme méthode d'intervention. C'est pour ça que j'essaye d'insister là-dessus. C'est qu'une fois qu'on est d'accord que la prévention précoce est un mode d'intervention, quelle que soit la thématique, on peut imaginer que les fondements scientifiques qui permettent de justifier ces modèles, parce que ce sont des modèles de compréhension, des visions de l'humain, il faut qu'elles s'appuient sur des bases scientifiques. Les bases scientifiques qui sont en général retenues, ce sont principalement, je dirais, les études cognitivistes qui permettent de montrer que les jeunes enfants ont des habiletés de base fondées sur des capacités, on va dire, innées, d'imitation faciale en particulier, mais aussi dans l'idée que ces habiletés sociales, sur cette base vraisemblablement innée, puisque c'est quand même une hypothèse de travail, leur permettent de tisser des liens amicaux et de gérer les conflits. C'est fou, on retrouve le mot gestion juste là au milieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette méthodologie-là et cette compréhension des troubles futurs et vraisemblables des jeunes enfants permet d'investiguer les habiletés sociales comme des performances individuelles. Ce qui fait qu'on va retrouver ici des tableaux que j'ai mis exprès en forme, mais c'est le graphisme original, où en fait ce n'est pas une évaluation des habiletés sociales de base, c'est simplement un indicateur des zones de criticité que vous trouvez également ici. Sauf que sur ce document, elles ne sont pas rouges, très critiques ou vertes, elles sont simplement blanches qui indiquent aux parents, c'est ça un diagnostic d'orientation pédagogique ou psychopédagogique ou psychoéducatif, qui permet d'indiquer aux parents et de les orienter vers d'autres services.
Donc, de mon point de vue, et c'est là-dessus que je finirai puisque je dois terminer, la question qui se pose, c'est est-ce que les méthodes de prévention précoce sont au service des usagers avec lesquels nous devons faire des transactions, alors que je pense que ces outils sont d'abord au service d'une récolte de données qui vont permettre, comme l'a dit monsieur, de constater par ailleurs les conditions dans lesquelles vivent les personnes afin de faire des études de trajectoire, vraisemblablement, parce que je n'ai jamais eu les conventions sous les yeux, donc je ne peux pas affirmer ce que je dis, c'est une intuition. Et c'est à ce titre-là que je m'exprime aujourd'hui. Et ces études de trajectoire viennent confirmer les postulats scientifiques qui sont énoncés précédemment. Voilà, je vous remercie. Alors, bonjour. Oui, ça marche. On peut vous laisser peut-être un petit peu de temps pour réagir. Est-ce que vous aurez des réactions à ce qu'on dit vos copanélistes? Vous êtes tous d'accord et tous, j'en suis convaincu. Alors, on y va avec une question plus... Pierre, je vais y aller avec vous tout de suite, M. Chouinard. Derrière le projet éducatif qu'il peut y avoir, d'intervention au niveau local et tout, c'est quoi le grand projet qu'il y a derrière ça? C'est quoi le projet de société, la vision de le voir d'ensemble derrière ces initiatives philanthropiques-là? Allô? Ça marche? Oui. Ouais, OK. Grand projet de société, je pense que le grand projet de société, ce n'est pas le nôtre. Et tout à l'heure, quand je vous mentionnais l'intention derrière la question de la prévention de la pauvreté par la réussite éducative et les enjeux liés aux iniquités, ça, c'est plus une logique de constat. Puis l'autre constat qui vient avec ça, c'est qu'il ne faut pas justement s'intéresser juste à des trajectoires individuelles. On s'est rendu compte de ça assez rapidement. Là. Les effets des environnements, des conditions, des politiques publiques, des pratiques sont beaucoup plus lourdes, entre guillemets, que sur la seule responsabilité individuelle. Là. Et on a eu tendance à mettre beaucoup trop d'emphase, je ne pense pas seulement comme fondation, mais en général comme société, sur des questions de responsabilité individuelle. Alors ça, ce sont plus de la nature de constat. Nous, la question, c'est comment peut-on être utile après ça, voir à travailler là-dedans. Et je pense que une des prochaines étapes, notamment, qui est à franchir, le Conseil supérieur de l'éducation ici au Québec a produit un rapport il n'y a pas très longtemps, un avis sur les enjeux liés justement à l'iniquité plus particulièrement du réseau scolaire, entre guillemets, actuellement au Québec. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin d'une conversation, à voir comment, entre plusieurs partenaires, plusieurs parties prenantes, on peut partager une vision commune derrière c'est quoi cet enjeu-là, quels sont vraiment les cas concrets, terrain, vécus par des citoyens, des organisations, des familles, liés aux obstacles qui font en sorte que, effectivement, les gens se trouvent face à des iniquités. Il y a des cas très concrets. Là, hein. Je vais vous donner un exemple très, très concret. Il y a des mesures qui existent, notamment au Canada, le bon d'études canadien, là, je ne sais pas si vous connaissez cette mesure-là, mais qui est disponible pour l'ensemble des familles à faible revenu à travers le pays. Au Québec, il y en a seulement 37 % d'entre eux qui ont accès actuellement. Parce qu'il y a un paquet de freins, un paquet d'obstacles institutionnels, structurels ou autres, qui font en sorte que même des mesures qui existent ne sont pas nécessairement accessibles. Alors, on aimerait, nous, pouvoir faire partie de cette conversation-là sur quelle est la vision commune qui se dégage au Québec autour de ces enjeux-là. Et après ça, de voir quel serait le rôle le plus utile pour nous de jouer en complémentarité avec les autres partenaires, que ce soit l'État, que ce soit, bien sûr, l'ensemble des parties prenantes de la société civile. Merci. Et aux autres, ce serait quoi le modèle de société? C'est quoi la place de la philanthropie à travers ça? Puis pour revenir aussi au thème de notre atelier, c'est de quelle façon qu'on peut recomposer véritablement les solidarités dans notre société. Donc, je vois que vous êtes partie, Mme Lauca. Allez-y. En fait, je voudrais peut-être faire du pouce sur ce que M. Chouinard a dit, sur la responsabilité individuelle, puis faire un lien aussi avec la notion de prévention.
je pense qu'un des pièges dans lequel il ne faut pas tomber, c'est justement de vouloir investir dans l'individu. Je parlais tantôt de la perspective d'investissement social. Je veux dire, il ne faut pas percevoir l'individu comme « Ah, bien, je viens investir et donc je vais éviter des situations qui pourraient engendrer des coûts, donc réduire les risques de situations qui pourraient engendrer des coûts pour le système public éventuellement. » Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très présent dans la société actuelle et c'est très problématique. Madame Van Vla, ce serait quoi le modèle? Quelle est la place de la solidarité là-dedans? Entre autres, en lien à la réponse à la prévention précoce dans votre cas spécifique. Je pense qu'il y a une pluralité des visions qui est absolument nécessaire. Ça marche? Oui, il y a une pluralité des visions qui est absolument nécessaire parce que c'est la seule garantie, en fait, que les gens dialoguent. C'est-à-dire qu'un des problèmes auxquels je peux être confrontée professionnellement et personnellement, c'est de voir qu'il y a un discours dominant qui envahit un nombre absolument de documents incroyables et qui est absolument porté par le partenariat entre les collectivités publiques et les fondations privées. Ce qui fait que pour faire exister un autre discours à côté, ça devient extrêmement problématique parce qu'on ne peut pas être contre le projet de favoriser l'inclusion scolaire. On ne peut pas être contre le projet de réduire la pauvreté. Mais pour moi, il y a un hiatus énorme, c'est que derrière le discours de réduire la pauvreté, il y a un panel, on va dire, et ce n'est pas nous, c'est toi, mais des statistiques qui font que les gens sont sélectionnés de façon discriminative comme étant des bénéficiaires et que s'ils veulent recevoir des prestations, il n'y a pas d'autre moyen pour eux que d'avoir à porter la définition que ces gens-là ont fait de leurs problématiques. Monsieur Lefebvre, quel modèle, vous avez l'air de dire d'une certaine façon que le problème, c'est l'État. C'est les choix de l'État plus que l'existence de la philanthropie ou des autres approches et tout ça. C'est peut-être pas comme ça que vous vouliez le dire exactement, mais ça avait l'air un peu de ça. Est-ce qu'on part... Et c'est quoi cette réponse qu'on peut donner? Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est problématique, c'est la part trop grande qu'on peut donner à la philanthropie à mesure que d'autres mécanismes de solidarité essentiels, eux, se détricotent. Quand je parle de l'espèce de vase communicant dans les mécanismes qui sont valorisés ou dévalorisés, je pense que je mets beaucoup l'accent sur la délégitimation de l'impôt depuis 30 ans par rapport à la légitimation du don. Et ça, c'est vraiment... Là, il y a un mécanisme central, parce qu'il y a quand même un outil qu'on a construit qui s'appelle l'impôt, qui est l'outil de solidarité et de construction d'une solidarité, j'allais dire, mécanique, de financement des politiques publiques. C'est un outil central. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur cette légitimation de l'impôt et de la relation à la légitimation du don, parce que les deux se sont faits de manière concomitante. Et ça crée un certain nombre aujourd'hui, de manières de penser qu'on partage beaucoup, tous, et qu'on questionne même plus, et qu'on accepte la plupart du temps, puis de temps en temps on sursaute. Par exemple, je me souviens, c'était quand il y avait les grands incendies dans l'Ouest, Fort McMurray, il y a quelques mois, il y a eu une série de grands incendies dans l'Ouest canadien, et à un moment, le gouvernement a fait passer un message pour dire, pour chaque dollar donné par les Canadiens, le gouvernement va abonder. Bon. Et ça, c'est un mécanisme qu'on trouve de plus en plus. C'est une catastrophe internationale, puis les gouvernements vont dire, pour chaque dollar donné par la société civile, les gouvernements... Bon, on comprend la mesure d'incitation, mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si les gens ne donnent pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire dans le mécanisme entre la délégitimation de l'impôt et la légitimation du don, c'est quand même des mécanismes de solidarité qui... là, il y a une combinaison croisée à réfléchir, et parce que, là aussi, historiquement, c'est un regard qu'il faut avoir, c'est que les deux se sont construits en même temps. En fait, l'impôt et le don, on pense toujours que c'est opposé, parce que l'impôt, c'est obligatoire, puis c'est l'État, ça nous tombe dessus, mon Dieu. Puis, alors que le don, c'est individuel, puis ça vient du cœur. Mais les deux se sont construits en même temps. Là aussi, il y en a qui viennent de France, de Belgique, c'est pareil au Canada. Tout ça, c'est créé au moment des guerres pour lever des fonds. Là. Donc, la création de l'impôt sur le revenu,
Au moment de la Première Guerre mondiale, l'impôt sur le capital, sur les successions au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été créé pour lever des fonds pour faire la guerre. Bon. Et pareil, la reconnaissance du don par l'État, les exemptions fiscales, ce qu'on appelle le privilège fiscal, bref, le fait de dire si vous donnez, l'État encourage, c'est aussi, ça a été fait au moment des guerres dans tous les pays dans lesquels on vient. Donc il y a une imbrication très fine entre impôts et dons qui des fois vont ensemble, mais qui depuis 30 ans, tout d'un coup, marchent de manière opposée. Je ne sais pas si je suis très clair, mais pour moi, là, il y a quelque chose à tenir. Voilà. Donc, ce n'est pas tellement le rôle de l'État, c'est la mécanique dans laquelle on est tous pris au niveau des solidarités, qui, je pense, quand la philanthropie devient le mécanisme central des solidarités, en soi, c'est un problème. Voilà. Oui? Excusez-moi, peut-être qu'on n'utilise pas les mêmes mots, mais je veux être sûre d'avoir bien compris. Quand vous parlez de délégitimation, c'est ça? Vous voulez faire référence à la défiscalisation? Au fait que, par exemple, pour un gouvernement, aujourd'hui, dire l'impôt c'est bien, et puis ça fait un outil central dans notre programme. Enfin, je veux dire, tous les gouvernements aujourd'hui, baisser les impôts est un argument en soi qu'on ne questionne même plus, et de devoir dire qu'on va augmenter les impôts devient un truc absolument impossible à dire, et vaut mieux ne pas augmenter les impôts, mais trouver des manières d'aller chercher de l'argent de plein de manières, y compris par la philanthropie, plutôt que de payer le coût de dire je vais défendre les hausses d'impôts. Alors que l'impôt, c'est oui, c'est une manière d'aller chercher de l'argent, mais c'est un outil dans les années, dans l'après-guerre, enfin, les travaux de Piketty, etc., là, sur les inégalités, on voit bien, l'outil de l'impôt a été le grand outil de réduction des inégalités. Bon, et la manière dont on a baissé les impôts pour les tranches supérieures, c'est ce qui a fait que les inégalités aussi sont revenues. Donc inégalité de capitaux, inégalité. Bon. Et donc ce que je veux dire, c'est que quand je parle de délégitimation, c'est que ça devient indéfendable de défendre l'impôt, alors que c'est absolument un mécanisme central, et que la philanthropie ne pourra jamais, ni au niveau des flux, ni au niveau de sa place, remplacer ce mécanisme-là. Voilà. Et je pense qu'on ne lui fait pas un cadeau à la philanthropie en lui donnant ce rôle-là. En lui donnant un rôle trop central, au fond, elle est dans un défi qui est intenable, illégitime et intenable. Alors, maintenant, c'est à votre tour. Vous avez le droit aussi de vous exprimer comme public. Je vous invite à aller au micro, à vous présenter. Si vous avez une question à adresser, un commentaire, allez-y, un micro juste ici. Je vous rappelle aussi qu'on est sur l'élément central avec le rôle de l'État, l'aspect fiscal. On rentre presque dans les enjeux. On s'y attendait un peu, c'est un peu concomitant, mais on reste quand même sur la désignation de la philanthropie, en quoi elle constitue et son rapport à la solidarité dans la société aujourd'hui vis-à-vis de l'action de l'État et autres. Madame? Voilà, peut-être que vous avez raison, c'est un enjeu globalisé. Je m'exprime à partir de la Suisse. Je suis directrice donc d'institutions éducatives. Et en fait, la question, au fond... Et votre nom, s'il vous plaît? Dominique Chotan-Leurs, donc je gère une institution à Genève qui s'appelle l'association Astural. Alors, ma question, enfin c'est plutôt un constat, c'est effectivement la désertion, ce qu'on peut constater chez nous aussi, qui est rampant et qui s'avance gentiment, c'est la désertion de l'État dans le champ des services publics, et qui nous invite au fond à nous adresser à des fondations aussi chez nous, très, très, très riches, pour des prestations régaliennes, c'est-à-dire qui sont soumises à des lois que l'État est censé respecter, ou respecter au travers des prestations qu'il nous confie. Donc nous sommes tous rendus, pour dire un terme qui vous est cher, à prendre ce mouvement qui, à mon sens, est profondément antidémocratique. Et ce que vient de dire M. Lefebvre, vraiment, justement, sur cette question, l'impôt le démontre. Et moi, ce qui m'interroge énormément, notamment par rapport à ce qu'a développé Mme Van Fleer sur cette question de prévention précoce, puisque c'est ça qu'on nous demande de repérer dans la toute petite enfance, ce qui pourrait advenir plus tard pour que ça coûte moins cher. J'entends, c'est la façon dont on fait peser sur l'individu tout seul le fruit de son propre... d'être mal placé, d'être marginalisé, alors qu'au fond, on sait extrêmement bien quels sont les mécanismes aujourd'hui qui sont liés à la haute finance, à mon avis, qui produisent aussi ces poches d'inégalité
inégalités immenses qui tendent à se creuser. Alors moi, j'ai envie de vous interroger, monsieur Chouinard, qui vraisemblablement est en contact avec des gens extrêmement puissants de ce monde, d'expliquer comment finalement la répartition des richesses n'arrive à ce point-là pas à se faire. Et ça devient carrément indécent, mais d'une indécence qui n'a même pas de nom sur cette planète. Merci. Monsieur Chouinard. Oui, bien, on partage votre constat. En fait, nous, Sylvain le disait de tout à l'heure d'une certaine manière, sur la première partie de votre intervention. Je pense qu'il y a un travail à faire par la philanthropie. Puis quand on parle de philanthropie, j'ai toujours un peu de difficulté parce que c'est un milieu tellement pluriel, hétérogène et voire polarisé que j'ai de la misère à mettre tout ça sous un seul mot qui s'appelle la philanthropie. Mais cela dit, il y a vraiment des prises de conscience à faire, notamment par l'État, je pense, sur quelle est la portée et la limite de ce que peuvent jouer le rôle d'une fondation ou de fondations. Actuellement, vous le mentionniez, et nous avons été sursollicités par moment, puis avec tout à fait plein de légitimité, dans le sens qu'il y a des organisations qui cherchent à survivre, mais pour des services de prestations directes qui normalement étaient auparavant, ou même il n'y a pas très longtemps, soutenus par l'État. Puis ça pose des questions très franches, à savoir jusqu'où pouvons-nous aller dans cette direction. Nous avons fait un choix de dire que nous n'irons pas là-dedans, mais ça demeure toujours un choix déchirant quand on est face à différentes organisations qui peinent à joindre les deux bouts. Mais c'est une situation qui est aussi en partie à l'origine, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais en partie aussi à l'origine de la création de ce collectif de fondation qui a pris position sur la question des inégalités sociales. Et ça m'amène à votre deuxième partie d'intervention. Alors oui, écoutez, on n'avait pas, il n'y a pas très longtemps, il y avait même une conférence à Montréal, la conférence de Montréal, avec l'ensemble des gens de l'OCDE, alors tous les puissants dont vous parliez tout à l'heure, plusieurs d'entre eux en tout cas. Et on cherche à voir comment on peut sensibiliser, promouvoir l'idée qu'actuellement ce modèle de développement, et j'en parlais en introduction tout à l'heure, la phase de transition sociale et écologique dans laquelle on vit, je pense qu'il y en a plusieurs qui font le constat que le type de développement auquel on s'est attaché au cours des 50 dernières années ne pourra plus poursuivre dans cette voie-là. Et il faut y travailler. Alors, dans notre cas, nous, on fait tout ce qu'on peut actuellement dans la mesure des moyens que l'on a pour voir comment on peut créer des espaces de dialogue, des espaces d'échange, des espaces de débat sur la question des inégalités sociales en particulier, bien entendu au Québec. Et on a pu entendre récemment notre premier ministre au plan canadien qui semble vouloir prendre une position assez ferme là-dessus. Alors, notre rôle comme fondation, ça a été de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de créer, de voir comment on peut créer de l'espace de débat, soutenir des organisations qui vont créer du débat entre différentes parties prenantes. Pas déjà entre ceux qui sont déjà convaincus, il faut convaincre ceux qui ne sont pas convaincus que cette situation-là existe. Donc, il faut mettre dans la salle des gens qui ne sont pas habitués d'être dans la salle. Alors, c'est un peu à ça qu'on s'est convié au cours notamment des 3-4 dernières années en finançant différentes initiatives dans cette direction-là. Mais il y a beaucoup à faire. Madame Van Vleuten. Monsieur. Bonjour, vous présentez. Bonjour, Marc Rousseau, je suis chercheur en travail social et puis aussi enseignant en sciences politiques. Je voulais vous interroger sur les effets, non pas tellement sur la substance des politiques publiques, comme ça a été fait en particulier par Madame en fin d'exposé, mais plutôt sur les effets sur les secteurs, les instruments, les pratiques professionnelles. Le fait que ces partenariats publics-privés soient aujourd'hui des éléments de structure de l'action publique, est-ce que ça produit moins de travail en silo? C'était un des arguments, je pense. Moins de travail en silo, des pratiques professionnelles plus réactives, plus dynamiques, plus agiles. Est-ce qu'on peut avoir déjà un petit effet sur les modes de travail et les modes d'organisation de ces nouveaux partenariats sur le terrain? Et je pensais aussi à avoir le témoignage de Madame qui a pu voir aussi ces effets et de transformation sans forcément à ce stade chercher à les juger, mais y en a-t-il?
Peut-être 1 minute chacun avant Moi, qu'on je vais parte dans répondre, les moi, je enjeux. réponds très rapidement. Dans notre cas, nous avons décidé de ne pas renouveler ces partenariats. Donc, ça prend fin, on honore nos engagements, mais ça prend fin en 2020. Sur la question plus précise, sur le changement de pratique, sur la question des silos, au niveau étatique ou au niveau ministériel, j'aurais tendance à dire pas beaucoup. Je pense qu'au niveau terrain, je vais laisser davantage Marie-Chantal avancer là-dessus. Je pense qu'il y a peut-être certaines avancées, mais je ne suis pas certain à quel point on a pu aller jusqu'au bout de cette expérience-là, dans cette perspective-là. Peut-être des éléments de changement de pratique, changement de pratique, je ne dirais pas ça, évolution de pratique, développement d'expertise sur certains aspects, peut-être davantage, mais pas nécessairement liés à l'élément structurel qui était le partenariat. Madame Loka. Sur le terrain, ce qu'on s'est fait dire par les groupes, il y a des endroits où ça a très bien fonctionné, là, d'emblée, il faut que je le dise. Mais ce qu'on s'est fait dire par beaucoup de groupes, c'est que l'arrivée de ces partenariats publics philanthropiques-là sur le terrain, il y a des nouvelles structures qui ont été mises en place, des nouvelles concertations qui ont été mises en place, et tout ça, ça a été très, très lourd pour les groupes. Donc, les travailleurs, les travailleuses des groupes étaient obligés d'aller participer à ces instances-là et donc étaient beaucoup en réunion, en concertation, plutôt que d'être sur le terrain. Donc ça, c'est une des grosses critiques qu'on a entendues. Là, je vais peut-être me faire chicaner parce que j'embarque un peu dans les enjeux. L'autre problème qu'on y voit aussi, c'est justement, M. Chouinard l'a mentionné, ces partenariats-là finissent. Donc, il y a des initiatives, il y a des projets qui ont été mis sur pied. Et là, les groupes qui étaient financés par ces partenariats-là, qui ont mis en place des projets, ils n'ont plus de financement. Et donc, l'enjeu, c'était toute la pérennisation des initiatives qui sont mises en place par les différents groupes. Quand les partenariats, quand la fondation décide de se retirer, tout ça, ça a créé des besoins dans une communauté. Et là, ils n'ont plus les projets, ils n'ont plus les services qui avaient été mis sur pied. Merci. Deuxième partie, je compte sur vous, le public, pour être encore plus actif après. Vous faites partie de ce débat aussi, donc montrez les dents, exprimez-vous. Mais avant toute chose, on va laisser un petit 5 minutes à chacun de nos panélistes ici présents pour se lancer maintenant carrément dans les enjeux, comme vient de commencer à le faire Mme Loka. Donc, deuxième partie, sur les enjeux entourant le rôle joué par la nouvelle philanthropie dans la recomposition des solidarités. Monsieur Lefebvre, pour commencer. Vous pouvez venir ici. Je voulais insister sur 3 points au niveau des 3 manières de prendre cette question-là, des enjeux de l'impact de la nouvelle philanthropie ou de la philanthropie sur cette question des solidarités. Une première manière de le prendre, c'est la question, j'allais dire, un petit peu organisationnelle. Ce que je veux dire par là, c'est souligner le fait que le rapport donateur-donataire, donc entre celui qui donne et celui qui reçoit un don, donc ce rapport donateur-donataire, qui est au cœur de la philanthropie par définition, c'est un rapport qui est structurellement toujours un rapport de solidarité et un rapport de force. Je parle à la fois que ce soit individuellement, quand vous donnez, quand vous aidez quelqu'un, le geste de quelqu'un qui donne une pièce à quelqu'un dans la rue, il y en a un qui tend la main, l'autre qui est en bas. Donc, que ce soit individuellement, que ce soit organisationnellement, quand vous êtes un bailleur de fonds et que vous soutenez un organisme, il y a une relation de solidarité, mais il y a un rapport de force. Et les deux sont imbriqués dans cette relation-là de manière... c'est très difficile de séparer les deux. Donc, c'est difficile même de concilier les deux, y compris pour des fondations qui cherchent à être dans un rapport d'accompagnement plus complice, plus horizontal. Donc même pour des fondations qui sont très au courant de cette dimension-là, du fait que oui, on est dans un rapport des fois de rapport de force, un rapport vertical, et qui veulent rendre ce rapport plus horizontal, c'est très, très compliqué. Donc, moi, j'ai travaillé avec une collègue, Annabelle Berthiaume, sur, par exemple, une fondation qui, justement, a beaucoup réfléchi à ces enjeux-là et essayé, d'un point de vue organisationnel, de rendre la relation plus horizontale. Et par exemple, de dire, c'est pas le donateur ou la donatrice ou le foyer d'où vient l'argent qui doit décider, c'est même pas les professionnels de la fondation qui doivent décider, c'est des gens représentatifs des milieux financiers qui doivent décider où va l'argent. Et donc d'avoir un comité de sélection des projets dans lesquels siègent pour plus de la moitié des militants, des gens qui viennent des milieux communautaires, féministes, syndicaux, etc. etc. Bon.
Mais l'observation de ce type d'organisation montre bien que c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Il subsiste toujours cette question de au nom de quoi est-ce qu'on fait des choix, est-ce qu'au nom de quoi on privilégie tel ou tel bénéficiaire. Donc cette question-là du rapport entre solidarité et rapport de force entre donateurs-donataires, en soi, c'est un très gros problème. C'est quelque chose que toutes les organisations affrontent, qu'elles soient donatrices ou donateurs. Et alors là, je fais ma pub. On a fait un cahier de recherche donc, avec Annabelle là-dessus, et on vous a ramené quelques cahiers de recherche à la sortie. Donc c'est un cahier de recherche sur la Fondation Beati, qui est centré sur cette question-là de comment concilier ce rapport de solidarité et ce rapport de force dans la relation donateur-donataire. Deuxième point sur lequel je voulais insister, dans la recomposition des solidarités, là j'accepte le côté nouvelle philanthropie, mais pour moi c'est vraiment une petite partie là, du monde des fondations. Aujourd'hui, oui, il y a là aussi un peu dans les buzzwords, dans les mots qui reviennent, c'est toute l'emphase mise sur innovation sociale, entrepreneuriat social, miser sur quelques champions. Bon. Ça pose pour moi un problème au niveau de qu'est-ce que ça construit de collectif, qu'est-ce que ça construit de pérenne et qu'est-ce que ça construit comme droit. C'est-à-dire que ça, c'est beaucoup un positionnement des fondations de dire nous, on finance uniquement l'innovation, uniquement ce qui émerge. Donc on n'est pas sur les missions régaliennes, on n'est pas sur justement se substituer à l'État, on ne finance que ce qui émerge, donc l'innovation sociale et l'émergence. Et aujourd'hui, voilà, c'est très compliqué pour une organisation communautaire de faire financer quelque chose qui marche bien depuis longtemps. C'est un vrai problème. Et donc la condamnation à innover est un très gros souci. Et donc ce positionnement-là sur valoriser l'innovation sociale, l'entrepreneuriat social, l'émergence, bon, ça pose un problème sur le définancement au fond des structures, des missions de base et de financer ce qui marche depuis longtemps. Bon. Et le troisième point, et corollaire à ça, c'est le fait qu'il y a toujours, j'allais dire, une dimension... et ça rejoint les deux points que je viens de faire. Il y a toujours une dimension inégalitaire dans la philanthropie. Il y a une part d'arbitraire. Et là aussi, je parle que ce soit un choix individuel de faire un don pour une ONG ou que je parle d'une grosse organisation comme une fondation qui choisit les organisations qu'elle soutient. Il y a toujours une part d'arbitraire, c'est-à-dire qu'il y a des causes qui sont plus ou moins attirantes, à la mode. Bon, il y a des territoires qui ont plus ou moins de ressources. Bref, il y a toujours une dimension d'arbitraire et d'inégalité dans les choix de la philanthropie. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne construit pas des politiques publiques universelles avec de la philanthropie. Et demander ça, exiger ça de la philanthropie, en soi, là aussi, c'est intenable et c'est impossible. Et donc, oui, on peut dire, mais c'est affreux, ils ne financent pas un tel, ou c'est injuste, ils ne financent pas un tel. Oui, mais la part d'arbitraire de la philanthropie, elle est constitutive du choix de la philanthropie, du choix du donateur. Et c'est le problème de toutes les ONG de solidarité internationale. Vous avez un tremblement de terre dans un territoire qui est bien connu, ou dans lequel il y a une proximité géographique, proximité de cœur avec le Canada ou avec la France, etc. Les gens donnent. Si ça se passe en Chine intérieure et qu'il y a le même nombre de victimes, enfin, les élans du cœur sont des choses absolument insupportables, arbitraires, et l'inverse de la solidarité mécanique. Donc il y a cette part-là dans la philanthropie qui est embêtante, mais on ne peut pas exiger ça d'elle. Et le dernier élément, on a un petit peu parlé déjà, c'est le rôle, le positionnement des fondations dans le débat politique. Elles ont un rapport très compliqué, les fondations, au champ politique. Les fondations, la philanthropie, ont des effets qui nous touchent tous, des effets, j'allais dire, politiques. Bon, les investissements que font les fondations, on est tous touchés, en bien ou en mal, on est tous affectés par ça. Mais aussi, on y contribue tous par le privilège fiscal. Ce que j'appelle le privilège fiscal, c'est le fait que les États soutiennent la philanthropie et les dons. Si je fais un don, moi, à Amnesty International, l'État contribue par des mécanismes différents selon les pays. Ça peut être des crédits d'impôt, ça peut être des... Mais en gros, l'État abonde à mon don, ou j'ai un crédit d'impôt, ou bref, si je fais un don pour Amnesty International, vous y contribuez tous d'une manière ou d'une autre. Donc on contribue tous à la philanthropie, qu'on donne ou pas d'ailleurs. Donc d'un côté, les fondations sont complètement un enjeu public, de l'autre, elles sont hors de la représentation politique. Ce n'est pas des acteurs qui sont à la table, qui ont leur mot à dire. Donc elles sont dans le débat politique, mais elles n'y sont pas représentées, elles n'ont pas leur mot à dire. Ce n'est pas un interlocuteur reconnu, et même dans quasiment tous les pays, en fait, au Canada, c'est l'Agence du revenu du Canada, fait très attention de dire, attention, là, vous devez faire de la bienfaisance, pas de la politique.
Donc attention, n'avancez pas au-delà de telle ligne. Donc la non-reconnaissance des fondations comme acteurs politiques, dire attention, vous devez faire la bienfaisance, c'est pas du politique, c'est dans tous les pays. Et ça, c'est une ligne sur laquelle les fondations aussi sont vraiment sur une corde raide souvent. Donc s'engager, par exemple, dire on fait une sortie publique contre les inégalités, il faut trouver une manière de le dire pour que ce ne soit pas vu comme attention, là où vous sortez, c'est plus de la bienfaisance, c'est du politique, et donc là vous excédez votre rôle. Et donc ça, c'est un enjeu aussi très important, l'action du positionnement. Qu'est-ce qui est légitime comme position d'adopter pour les fondations et quand est-ce qu'elles sont hors de leur périmètre collectif. Marie-Chantal Loca, sur les enjeux. Je vais essayer de pas trop répéter les choses que Sylvain a dit. C'est sûr, par rapport au projet Impact collectif dont j'ai parlé tantôt, oui, il y avait l'enjeu donc du rôle des fondations versus le rôle de l'État. Au Québec, ce à quoi on assiste de plus en plus, c'est pas nouveau, mais ça s'accentue vraiment, c'est la localisation de la lutte contre la pauvreté. Par le biais du PIC, qui agit par quartier, on est dans l'action locale énormément. Donc, les fondations qui participent au PIC embarquent dans cette voie-là. Mais non, effectivement, ce ne sont pas que les fondations qui font ça. On attend incessamment, on devrait l'avoir à l'automne, le prochain plan de lutte contre la pauvreté du gouvernement du Québec. Dans les précédents plans, ils faisaient la promotion de l'approche territoriale intégrée, donc vraiment une lutte à la pauvreté basée sur des initiatives locales. Et ça, on trouve ça très problématique. Donc, l'État fait la promotion de cette approche-là. Forcément, ça lui permet de se déresponsabiliser par rapport à différents enjeux. Essaye de refiler ça aussi un peu dans la cour des fondations. Donc, au RIOC, mais on prône la même chose au MEPAC, là, on prône donc une lutte à la pauvreté sur un plan national, donc des mesures structurantes pour lutter contre la pauvreté de manière efficace. C'est pas vrai qu'on va lutter contre la pauvreté à l'échelle locale. On peut, oui, mettre en place des initiatives qui agissent sur les effets de la pauvreté, mais c'est pas vrai qu'on peut enrayer ce fléau-là sur une base locale. Donc ça, on voyait vraiment que c'est un enjeu très préoccupant dans le cadre du PIC. J'en ai parlé un petit peu tantôt brièvement, la pérennité des projets. Là, le PIC, c'est 21 millions sur 5 ans. Et après? Avec la fin des PPP sociaux, je l'ai mentionné, donc les partenariats publics-philanthropiques, il y a des projets qui meurent. Si au bout de 5 ans, Centraide décide que le PIC n'est pas reconduit, bien, les initiatives qui vont avoir été mises en place, qu'est-ce qui va arriver? Sylvain parlait un peu d'innovation, des fondations qui veulent financer l'innovation sociale. Moi, je dis toujours, on dirait, c'est la logique entrepreneuriale qui est là, on dirait que c'est des start-up de petites entreprises. Les fondations disent, on va vous financer des projets sur 3 ans, sur 5 ans, et ensuite, vos projets devront voler de leurs propres ailes. Mais ça se peut pas, ça. Les groupes communautaires au Québec sont sous-financés. On revendique un meilleur financement à la mission. Et donc, quand on met en place des initiatives comme ça, financées par la philanthropie, bien, au bout du 3 ou 5 ans, si le bailleur de fonds se retire, les initiatives meurent. Donc, ça aussi, c'est très préoccupant. Ce que ça implique aussi, donc les impacts vraiment plus sur les organismes communautaires, là, je l'ai mentionné, le PIC, ça s'est fait très rapidement. Donc, il y a les processus démocratiques des groupes qui ont été bafoués. Il y a une manque de consultation. Sylvain a parlé du rapport de pouvoir aussi, que ces programmes-là, quand ça descend dans les quartiers, là, ce que ça implique, là, oui, entre le bailleur de fonds et les groupes sur le terrain, mais aussi entre les groupes, il y a une compétition qui s'instaure dans un contexte de sous-financement. Donc, il y a une compétition qui s'installe entre les groupes pour ce nouveau financement-là. Au RIOC, ce qu'on avait fait, dans le fond, on ne veut pas blâmer les groupes qui vont vers ces projets-là. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait développé un peu là, des questionnements. Dire aux groupes, bien, si vous avez une réflexion sur le fait d'embarquer ou non dans une démarche comme le PIC, des pistes de réflexion sur qu'est-ce qui peut guider cette réflexion-là? Quels sont les critères que les groupes peuvent mettre en place pour dire, OK, moi, j'y vais si ça répond à ces conditions-là. Si jamais, mettre des balises aussi pour dire, bon, bien là, si on va à telle place, non, nous autres, on va se retirer. Donc, c'est plus dans cette logique-là qu'on est. Ils sont encore au RIOC dans cette logique-là, mais moi, je ne suis plus là. En tout cas, ça, c'est mes problèmes identitaires. Donc, on a parlé aussi plus globalement les intérêts des acteurs. Effectivement, les causes financées par les fondations, ça reste du domaine de l'arbitraire.
les enjeux de démocratie, j'en avais parlé. C'est sûr aussi, l'enjeu pour les organismes communautaires autonomes du Québec, c'est toujours aussi l'autonomie. Je l'ai mentionné tantôt, là, on n'est pas dans une approche vraiment là, qui dicte les manières d'intervenir auprès des populations, mais reste qu'avec le PIC, on est encore dans l'imposition d'une approche, on est encore dans l'imposition d'un mode de fonctionnement, dans l'imposition de l'hyper-concertation encore, et ça, ça brime l'autonomie des organismes communautaires du Québec. Il y a de Montréal, dans le cas du PIC, parce qu'il ne s'est pas déployé encore. Ça a été vraiment déployé sur le territoire montréalais. On a constaté aussi, donc, des projets comme ça, ça peut emmener aussi une uniformisation des pratiques, étant donné là, que c'est tout le quartier qui doit se concerter, qui doit agir ensemble. On en a parlé aussi déjà un petit peu, là, toute la gestion axée sur le résultat. Cette approche-là de dire vous devez atteindre tel résultat pour obtenir un financement, ça fait en sorte qu'il y a certaines populations qui sont laissées pour compte parce qu'il y a des organismes qui peuvent éventuellement se dire « Ah, ben là, moi, je ne travaillerai pas avec ces personnes-là très marginalisées parce que je n'atteindrai pas les résultats qu'on attend de moi. » Donc, ça fait à peu près le tour pour les impacts sur les organismes communautaires. Monsieur Chouinard? Bon, il y en a déjà plusieurs qui ont été mentionnés. Dans le contexte où nous voudrons prochainement là, centrer notre rôle strictement sur le soutien au développement des capacités des partenaires, à la mise en œuvre de leurs projets, puis la mise en place d'espaces de dialogue, donner la voix citoyenne également, permettre que la voix citoyenne soit entendue. Toute la question, c'est un paradoxe constant ou une tension constante qui se trouve entre la question avec la non-substitution à l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas se substituer à l'État. Comment on évalue ça? Comment on analyse ça, autant globalement que plus spécifiquement? Au jour le jour, quand le rôle de l'État même peut-être est pas nécessairement si clairement annoncé, en tout cas. Alors, pour nous, c'est sûr que c'est un enjeu constant. Marie-Chantal faisait un peu référence, je vais peut-être le nommer autrement. Vous savez, les fondations ont longtemps été encouragées, on va dire ça comme ça. Prenez des risques, encouragez l'innovation, faites de la R&D sociale, influencez, etc. Je reviens sur la question de l'innovation en particulier. Faites de l'innovation, soutenez l'innovation, soutenez l'innovation. L'hypothèse qui était derrière ça avant, c'est que l'innovation sociale qui était soutenue, éventuellement, allait trouver un relais de soutien à travers éventuellement des financements ou des encadrements étatiques. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est moins le cas, voire, en tout cas, c'est très, très difficile. C'est pas parce qu'on a des choses actuellement qui sont soutenues en termes d'innovation sociale, qui donnent des choses, qui donnent des résultats intéressants, voire très intéressant, que nécessairement il y a un relais qui suit derrière. Alors, certains d'entre nous parlent même parfois d'un cimetière d'innovation. Alors, ça devient très, très questionnant parce que quand notre rôle est essentiellement centré sur, vous devriez soutenir l'innovation sociale, être une bouée d'oxygène sur ces questions-là. Puis l'innovation, entendons-nous, ce n'est pas toujours des nouvelles choses. Ça peut être d'améliorer ou d'amener des améliorations dans des processus ou dans des interventions actuelles, mais quand ça devient votre principal rôle, mais après ça, le relais n'est pas pris, ça pose pas mal de questions. D'autres enjeux, c'est sûr que j'aurais aimé ça vous parler déjà de tout ça en l'ayant déjà fait. Là, je vous en parle, puis on commence quelque chose. Mais toute la question de la transition d'une vision qui était axée sur des perspectives de performance, entre guillemets, vers une perspective d'apprentissage, c'est un enjeu qui va tous nous convier à voir comment on y travaille. Dans la nature de ce qu'on souhaite faire éventuellement, toute la question de la souplesse, comment on s'adapte à chacune des situations. On a accepté, on souhaite être face à la limite à 60 projets différents. Donc, il n'y a aucun désir de standardisation, il n'y a aucun désir d'avoir une approche unique dans le processus, mais comment on s'adapte réellement dans le concret.
à chacune des situations. Comment on entretient des liens continus avec les réseaux qui vont leur permettre également d'influencer, d'être écoutés à la table des orientations ou des choix qu'on peut prendre aussi, font partie des défis devant nous. Évidemment, ça c'est un défi constant, puis ça a été abordé d'une autre manière, mais toute la question de quelle est la part relative du soutien financier ou autre qu'une fondation doit accorder à l'intérieur d'un écosystème de soutien. Qu'est-ce qui est le plus utile à court, moyen ou long terme pour éviter des enjeux comme ils sont mentionnés actuellement quand un projet arrête, après ça, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on était soit dans une logique de trop grande part relative d'un soutien financier dans certains projets. Alors, comment on s'assure de la diversification des soutiens le plus tôt possible, de faire en sorte que, donc, à la conclusion, il peut y avoir une suite, tout en s'assurant de voir comment on s'assure aussi des relais après coup. Dernier élément que je mentionnerai, je pense, c'est la question de, je l'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure, on pense, nous sommes convaincus que la précision du rôle de la philanthropie, même si je n'aime pas utiliser ce terme valise, là, va se faire à travers des débats comme ceux-ci. Donc, nous souhaitons poursuivre ces démarches-là et ces dialogues-là pour voir comment, entre nous, on trouve la meilleure façon de jouer notre rôle dans l'écosystème québécois. Merci. Madame Van Fleur-Benayoun. Non, il n'y a pas besoin. Non. Voilà, j'ai appris tout à l'heure que je devais clore la partie de la présentation d'aujourd'hui, qui est là pour stimuler vos questions. Alors, je vous livrerai les réflexions qui ont émergé entre hier et aujourd'hui, parce que cette notion de solidarité, quand elle est récupérée dans certains discours, elle me pose énormément de problèmes, en fait. Parce que je ne comprends pas, à la fin de la semaine, si on parle des mêmes intérêts, parce que je ne le crois pas. En fait, je pense que quand on a un intérêt à maîtriser un risque, d'abord, c'est une très bonne idée, de mon point de vue, de chercher à évaluer les impacts. Par exemple, politiquement, on va dire, je n'ai aucun avis contre ce type de méthode. Au contraire, je trouve ça plutôt intéressant. Mais quand on confond l'intervention sociale ou l'intervention thérapeutique ou l'intervention de n'importe quel intervenant, quelle que soit sa profession, auprès des personnes, avec l'idée qu'on va se servir de lui pour évaluer les risques, c'est sûr que ça me pose un problème éthique qui me met professionnellement, régulièrement, dans des impasses impossibles. Parce que je ne partage absolument pas le point de vue que nous avons un intérêt commun entre moi, comme professionnel, et les personnes qui mesurent les risques. On ne fait pas le même travail, et je ne comprends pas pourquoi je dois informer des conditions de vie des personnes qui se confient à moi sur un certain plan, alors qu'elles ne sont même pas au courant que ces données peuvent être réutilisées par ailleurs, non seulement pour des études de trajectoire, mais dans d'autres visées, qui est celle de la maîtrise des risques. Ce que, par ailleurs, je respecte tout à fait, à condition que ce soit énoncé clairement et aux professionnels, qui devraient être un peu plus avertis de ces méthodes, et aux personnes qu'on appelle bénéficiaires, parce qu'elles dispensent leurs données sans avoir parfois accès et un octroi aux ressources qu'on leur a promises. Voilà. Alors, c'est reparti. La parole est à vous. Là, on en a mis beaucoup sur la table. La question du rapport de force, la question du choix de financement, l'élan du cœur, la question de l'offre de financement versus le relais vers l'État, la prise en charge, l'intervention menée peut-être de façon des fois trop micro, trop locale et non pas dans une perspective plus large, la prise en compte des communautés, des organismes communautaires, mais aussi des personnes directement visées sur les modes de solutions qu'elles voient, elles, sur les modes de solidarité dans lesquels elles voudraient elles-mêmes s'inscrire, la qualité du partenariat, la diversification nécessaire, s'assurer de la diversification du soutien par les fondations et autres acteurs philanthropiques. Où vous vous insérez là-dedans? Ce que vous voulez poser comme question, qu'est-ce qui vous vient d'entrée de jeu? Il nous reste encore un petit 15-20 minutes
il est juste pour vous. Si vous pouvez aller au micro, je vous demande de vous présenter et d'adresser votre question s'il y a lieu, sinon avec votre commentaire. Allez-y. Michel Parazelli, professeur à l'École de travail social de l'UQAM. Je trouve ça très intéressant ce qui se dit, mais souvent, dans ce type de débat-là, ce qui n'est pas discuté, bon, c'est sûr qu'il y a des rapports asymétriques entre les fondations, les groupes communautaires et les autres acteurs, mais je crois qu'observer une transformation dans la façon d'établir ces rapports-là avec la Fondation Chagnon, on l'a bien vu, on l'entend, sauf que le rapport de force ne s'exerce pas seulement dans les rapports d'entente ou de collaboration, il s'exerce aussi par des conceptions du développement social. Et Sylvie Van Fleer l'a abordé, puis moi aussi pour avoir aussi vu en France, en Belgique, et aux États-Unis et en Suisse, il y a une conception du développement social qui, avec l'OCDE, la Banque mondiale, il y a une espèce d'unanimité idéologique autour d'une certaine vision selon laquelle la perspective d'investissement social, si elle obtient vraiment, si elle atteint son but, il s'agit d'intervenir de façon précoce. Tout le monde s'entend là-dessus, c'est comme une espèce d'évidence. Quand on examine clairement la façon dont on nourrit théoriquement les approches de prévention précoce, et la Fondation Chagnon a aussi travaillé fort là-dessus avec Avenir d'enfants, l'Observatoire des tout-petits, récemment mis en place, on s'aperçoit que ce sont des théories qui sont basées sur une vision individualisée et individualisante des causes de la pauvreté. Et on situe souvent ces causes-là au niveau neurobiologique. Hein, c'est le lobe frontal, le cerveau, jusqu'à l'âge de 3 ans, entre 3 et 5 ans. Ce sont ces théories-là qui sont véhiculées et relayées, pas seulement par la Fondation Chagnon, mais par toutes les fondations et les gouvernements. Le ministère de la Santé et des Services sociaux embarque là-dedans depuis des années, des décennies même. Okay? Sauf que ces approches-là, bon, il y a celle de neurobiologie, mais il y a aussi celle éthologique, celle de la théorie de l'attachement. Il y a aussi les théories écosystémiques, où là, on parle plus de compétences parentales et d'environnement favorable ou défavorable. Donc, la vision de la construction du collectif dont parlait Sylvain, elle est à quel niveau à ce moment-là? Moi, j'aimerais comprendre, peut-être plus auprès de M. Chouinard, parce que l'idée de soutenir les initiatives des quartiers et de construire du collectif, jusqu'à maintenant, quand on parle de la prévention précoce ou d'agir sur les petits-enfants pour que, finalement, après, ils deviennent des adultes intégrés à la société, on semble plus comprendre qu'on mobilise le collectif, parce que c'est vraiment... Ça a toujours été collectif, je crois. D'après moi, il n'y a pas eu d'individualisation seulement, mais avant et après ça, collectif. Mais c'est davantage plus une intervention collective où vous travaillez avec les tables de concertation, donc c'est tout à fait collectif, mais mobiliser la communauté pour favoriser des changements de comportement individuel des gens qui vivent dans la pauvreté. Et souvent, ça a une fonction qui résulte de tout ça, d'une adaptation sociale au contexte. Donc, on se demande, dans tout ça, où est la lutte à la pauvreté, et non pas seulement aux effets de pauvreté, et le changement de l'idée du collectif. De quelle façon vous conciliez votre discours de changement et les pratiques encore actuelles de prévention précoce, comme Mme Van Fleer aussi l'a décrite? Merci. M. Chouinard et aux autres ensuite. Moi, je pense que la question s'adresse à moi. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, je ne pourrais pas vous dire exactement à quel moment, mais ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans que le constat s'est fait, notamment pour nous dans l'organisation, de dire, écoutez, cette logique là, que vous venez d'exprimer, qui peut être très individualisante, comme vous le dites, on veut s'éloigner de ça, dans le sens qu'on comprend bien, puis on a bien écouté, puis on a bien pratiqué, puis on a tenté d'apprendre le plus possible qu'il y avait bien d'autres influences environnementales, structurelles, culturelles et autres auxquelles on devrait s'intéresser pas bien avant, mais probablement simultanément avec d'autres enjeux qui sont d'ordre... Alors, quand je vous parlais tout à l'heure de l'intérêt qu'on veut porter davantage maintenant aux conditions qui génèrent ça, il n'y a pas de conditions qui sont liées à des trajectoires là-dedans individuelles. Quand on parle de la nature des pratiques, quand on parle des conditions ou des liées aux politiques publiques,
aux mesures, aux règlements, aux barrières institutionnelles ou structurelles qui sont rencontrées par des familles, des jeunes, etc. Donc, on n'est pas dans une logique strictement, là, donc, comme vous l'avez décrite, là, de l'intervention, mettons, à 2 ans là, pour une action individuelle spécifique de laquelle on pense nécessairement que tout d'un coup, par miracle, sans tenir du contexte, cette intervention-là devrait régler l'enjeu. On abandonne cette stricte logique-là. Pour revenir à l'idée du collectif, l'invitation puis la discussion qu'on a actuellement, qu'on débute actuellement avec certains milieux, c'est, comme collectif, dans un quartier, dans une MRC, dans une région, bien sûr, c'est de réfléchir aux enjeux qui touchent à la pauvreté et aux enjeux de réussite éducative sur un continuum qui est de 0-20 ans, mais de voir comment ils peuvent s'intéresser particulièrement à ces enjeux de conditions qui sont rencontrés dans leur milieu. Alors, par exemple, l'Observatoire publiait récemment des choses sur la maltraitance, puis qu'est-ce qui ressort? Les premières affaires qui ressortent, c'est le logement. Alors là, on n'est plus dans des questions de trajectoire comportementale ou cognitivo, etc. Auprès d'un enfant, on est dans des questions structurelles, etc. Donc, c'est ce type d'enjeu-là, puis c'est ce type d'invitation actuellement qu'on fait, qui n'est pas inscrit dans une approche spécifique, là, mais qui ont dit, selon vos besoins, selon vos priorités, que pensez-vous être les enjeux qui sont actuellement des enjeux structurels ou de conditions qui font en sorte que les familles ou les jeunes chez vous se butent à une série d'enjeux. Un autre exemple qui me vient en tête récemment, là, c'est dans Charlevoix-Est. Toute la question de la mobilité régionale, du transport, alors pour eux, ça devient la priorité. Dernier élément sur la question de la collectivité. Il y a toute l'approche locale, mais on se comprend qu'une des sources d'information probablement les plus intéressantes, pour revenir aux commentaires de Marie-Chantal plus tôt aussi, c'est que l'action locale, évidemment, elle a des limites, mais elle a une grande force, c'est aussi d'identifier quels sont ces blocages structurels, systémiques, rencontrés, pour pouvoir documenter ces questions-là et de voir comment, éventuellement, à un autre niveau, que ce soit au plan régional ou au plan national, éventuellement, sur ces questions-là, où les leviers sont ailleurs, que des réponses puissent être trouvées. Là. Monsieur. Alors, bonjour, mon nom c'est Jean-Yves Béliani. Alors, moi, je suis professeur à l'UQAR en travail social. Et avant, dans mon passé, j'ai été longtemps, effectivement, en défense des droits des personnes de la cité sociale, donc très impliqué au Québec dans tout le mouvement de lutte contre la pauvreté. Alors, moi, ce que je constate, parce que je remercie d'abord les panélistes, effectivement, pour leur présentation, dont je pense que ça a permis de bien saisir, effectivement, comment, effectivement, on est dans un contexte où l'État, effectivement, dans sa perspective de désengagement, est en train de transférer, effectivement, toute la responsabilité de la lutte à la pauvreté aux individus, aux collectivités locales et, en fait, à la philanthropie privée. Alors, c'est ça qui se passe, effectivement, au Québec, au Canada, depuis des années. Effectivement, M. Lefebvre l'a bien dit, on a aussi accompagné cette stratégie-là. Effectivement, on a démonisé les impôts. Donc, effectivement, mais en même temps, on valorise énormément toute la question de la charité. Alors, effectivement, c'est un discours, c'est un mantra, effectivement, qui prépare la population, les pensées au fait que, finalement, tu sais, dans le fond, la pauvreté, il s'agit que les individus se prennent en main ou que les collectivités se prennent en main, puis on va résoudre le problème. Pendant ce temps-là, l'État, elle beau jeu, donc elle peut continuer à appliquer des politiques. Par exemple, on nous annonce un plan de lutte contre la pauvreté, alors qu'en même temps, on va réduire de moitié les prestations de milliers de prestataires d'aide sociale au Québec. Donc, on va les condamner, effectivement, à plus d'insécurité alimentaire, on va augmenter l'itinérance. Alors, il y a une espèce de paradoxe, de schizophrénie, dans le fond, qui s'installe, donc qui fait en sorte que, effectivement, la société est de plus en plus malade. On est malade collectivement. Il y a des gens qui meurent parce qu'effectivement, ils sont trop pauvres, et d'autres, dans le fond, qui meurent de s'épuiser à vouloir changer les choses. Et je pense que la solution, elle est collective. On est tous dans le même bateau. Et moi, je pense que ce qui manque, c'est la question des rapports de force. On est dans une société où il y a effectivement, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes intérêts. Il y a des gens qui ont des privilèges et qui ont intérêt à les maintenir, ces privilèges-là. Et je vais en venir à ma question, dans le fond, c'est que... Moi, vous avez une question en plus. Ah oui, absolument. Moi, je pense qu'il faut renforcer le pouvoir de contestation des premiers concernés. Dans tout le financement qui est accordé
par les fondations, par le gouvernement aux organismes communautaires, le secteur le plus sous-financé, c'est celui qui travaille à mobiliser les citoyens et les citoyennes des quartiers, les gens qui vivent la pauvreté, pour effectivement prendre du pouvoir et contester les politiques Votre question, s'il vous plaît. qui sont responsables. Donc, comment peut-on renforcer ces contre-pouvoirs-là? Moi, je pense que c'est la solution, elle est là, par le renforcement des contre-pouvoirs et de la contestation et de la mobilisation. Là-dessus, Marie-Chantal, peut-être? Non, mais vous parliez tout à l'heure de la dimension locale, puis que c'est pas vu d'une façon beaucoup plus macro, de façon beaucoup plus collective. C'est quoi la réponse, dans le fond, justement? Je ne peux qu'être d'accord avec le commentaire. Je veux dire, oui, effectivement, je suis rendue au MEPAC, qui est un organisme national. On regroupe 11 tables régionales qui eux-mêmes regroupent au-dessus de 300 organismes communautaires en défense collective des droits, qui sont effectivement les plus sous-financés. C'est des organismes qui ne sont pas indexés, qui ont le même financement depuis des années et des années. L'État est en train de faire mourir les groupes de défense collective des droits à petit feu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, nous, on se mobilise, c'est sûr, on essaye de faire rehausser le financement de ces groupes-là. Mais bon, souvent, ce ne sont pas des groupes qui sont... oui, il y a quelques prestations de services qui se donnent, mais ce n'est pas des groupes qui sont intéressants à financer pour l'État. Donc, je ne peux être d'accord qu'avec ce commentaire qui prône le rehaussement du financement des groupes en défense collective des droits. Et oui, effectivement aussi, vous parliez là, le règlement pour le projet de loi 70 sur l'aide sociale va être dévoilé le 12 juillet prochain. Et il y a en effet... beaucoup de contradictions. On prône mais en fait, non, il n'y en a pas de contradiction dans le fond parce qu'on prône la prévention et on parle d'investissement dans le capital humain. Et donc, ces personnes-là, il y a beaucoup de personnes qui sont considérées comme des investissements non rentables. Donc, on coupe les prestations. Ça ne donne plus rien de donner des prestations décentes à ces gens-là. Et le programme Objectif Emploi, tel qu'il est dévoilé, c'est ce qu'on anticipe. Eh bien, ça va faire en sorte que les premiers demandeurs de prestations d'aide sociale vont être forcés, sous peine de devoir couper leurs prestations, d'embarquer dans un programme d'employabilité. Souvent, on sait aussi qu'en embarquant dans ces programmes-là, les emplois qu'ils vont trouver en bout de ligne, ceux qui vont s'en trouver, ça va être des emplois au salaire minimum qu'on refuse d'augmenter de manière décente. Et donc, c'est des personnes qui vont rester dans la précarité. Donc, il n'y a même pas de contradiction. Tout ça est très cohérent avec une perspective de l'État qui veut se désengager d'un côté et qui souhaite que les prestations, désormais, soient des investissements plutôt que des mesures d'aide et de soutien. Je vais juste passer avant, puis je vais vous revenir ensuite. Peut-être une dernière question ou une intervention? Vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je m'appelle François Gillet, je suis formateur d'éducateurs spécialisés dans une haute école en Belgique, la Haute École Bruxelles et Brabant. Et c'est de ce point de vue-là que j'ai envie de vous dire... en 1 minute, s'il vous plaît. En 1 minute, c'est peut-être même 30 secondes, ce sera possible. Qu'on sent bien que le problème est actuellement qu'on travaille dans l'urgence sociale, sur des problèmes qui sont là des urgences sociales. On a parlé de prévention précoce, on a parlé de pauvreté. En Europe, on parle de radicalisation, déradicalisation. On essaie de répondre vite à un problème qui se pose maintenant. Donc, vraiment, les pouvoirs publics ne réussissent pas à envisager le social durable. On n'envisage que du social urgent. Comment les philanthropies, actuellement, peuvent-elles éviter de tomber dans le panneau et de dire, vous, comme l'État, vous vous occupez de l'urgent, nous, on va devoir aussi s'occuper avec vous de l'urgent. Comment vous envisagez le social durable au niveau de la philanthropie? Vous pouvez y aller. Allez au niveau des 2 questions. En 30 secondes, si vous êtes capable. Mais d'abord, Sylvain. Avec un micro, idéalement. Okay. Je vais répondre à la question d'avant. Sur la mobilisation, on va se partager le travail. Ça, c'est la question justement du soutien, par exemple, des fondations à la mobilisation, à l'action collective revendicatrice, etc. C'est là aussi, c'est un problème historiquement. Si vous voulez un bon bouquin sur l'histoire de la philanthropie, Olivier Zins, sur la philanthropie en Amérique, montre très bien ça. Par exemple, aux États-Unis, quand des fondations se sont mises à vouloir lutter contre les politiques racistes dans les États du Sud,
l'État leur a rappelé que attendez, vous faites de la bienfaisance, vous ne devez pas faire du politique. Donc ces fondations-là ont dû trouver des manières d'intervenir qui apparaissaient dépolitisées. Non, mais on fait de l'éducation. Mais c'est de l'éducation sur des enjeux de citoyenneté, puis apprendre à s'inscrire sur les listes électorales, puis apprendre quel est l'adresse de son député. Donc il faut trouver des ruses pour que ça ne paraisse pas politique et que ça passe par l'éducation. Mais ça, c'est un problème récurrent. C'est-à-dire qu'au Canada, on a eu sous le gouvernement Harper, par exemple, une remise au pas d'organismes de bienfaisance dans le domaine environnemental avec cet argument-là. Attention, c'est un organisme de bienfaisance, ça ne doit pas être du politique. Donc on va aller voir, est-ce que ce n'est pas politique ce que vous faites? Parce que derrière, c'est l'idée que, justement, parce qu'on contribue tous, l'argument c'est que parce qu'on contribue tous, par le privilège fiscal, à la philanthropie ne peut pas attaquer l'État parce que ce serait clivant, et au fond, donc il faut rester sur quelque chose d'absolument consensuel. C'est ça l'argument. Aux États-Unis, c'était ça l'argument. Et j'allais dire, sur cette question de soutenir les causes politiques, je prends à témoin ma mauvaise foi. Quand ça va dans mon sens, je suis très content. Je suis très content que sous le gouvernement Harper, des organismes, y compris des fondations, se soient avancés contre le gouvernement et fait valoir leur point de vue. J'étais très content. Si ça avait été contre mon intérêt à moi, si c'est des fondations climato-sceptiques qui pèsent sur l'agenda du gouvernement puis qui imposent leur point de vue, ben là, il se trouve que ça ne m'adonne pas. Ça me fâche pas mal. Donc, je vous dis ça parce que, quand on réfléchit à ça, c'est vrai que c'est problématique. Dans quelle mesure est-ce que des fondations peuvent influencer sur l'agenda public? Quand ça va dans l'autre sens, on est très content. Quand ça va dans l'autre sens, on dit « mais c'est de l'arbitraire, au nom de quoi ces gens-là se permettent de… » Voilà, c'est tout. Je vais juste vous prendre à témoin ma propre mauvaise conscience et mauvaise foi. Vous en faites ce que vous voulez. C'est très gentil à vous. Madame Van Flair? Oui, il y a une question qui me taraude. En 30 secondes. Encore plus proche. Il y a une question qui me taraude. En fait, on ne peut pas être solidaire sans se désolidariser d'une autre cause. Je crois que c'est juste ça que je voulais ajouter au propos de tout à l'heure et à ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas danser sur un seul pied. Je vous donne le mot de la fin. En toute amitié, monsieur Chou. Je voulais réagir à la... Il y avait encore deux questions. Je vais d'abord réagir à la vôtre. Sylvain l'a très bien exprimé. Cela dit, c'est ça. On essaie de trouver des manières parfois quand même d'aller dans le bon sens. Par exemple, depuis 2002, on soutient le collectif pour un Québec sans pauvreté. Et en particulier, le principe avec qui fait en sorte que ça permet de mobiliser les personnes qui sont en situation de pauvreté, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir nourrir l'agenda que pousse le collectif. J'entends bien votre préoccupation, voir comment on peut aller plus loin. Sur la question du long terme, ça, c'est une très bonne question. Dans le sens que, actuellement, on se trouve souvent, je pourrais dire, la nature des organisations comme les nôtres, qui sont capitalisées, qui ont la capacité de pouvoir penser à plus long terme et de pouvoir investir aussi à plus long terme, relativement esselées. Alors, c'est très difficile avec les pouvoirs publics en général. Les éléments qui dépassent des engagements qui vont au-delà de 3 à 5 ans sont rares. Et tant qu'il n'y a pas ce type d'engagement-là, qu'il soit financier ou autre, bien évidemment, de réfléchir dans une logique de durabilité de ce que des impacts sociaux qui pourraient être rencontrés au lieu d'agir sur l'urgence et sur une forme de compensation. Bien, la nature des visions et des schémas mentaux ne sont pas orientés de cette manière-là. Donc, c'est un défi. Je pense qu'on peut probablement, on essaie probablement un temps soit peu comme organisation et comme peut-être regroupement, d'essayer d'ouvrir ces schémas-là, de réfléchir plus à des formes de solutions, entre guillemets, qui seraient durables. Mais actuellement, les schémas sont effectivement extrêmement court terme, immédiats en fait, service direct maintenant aux besoins et non pas dans une logique de réfléchir quelles seraient les conditions plus durables. Ça revient aux questions aussi qui sont posées sur les grands enjeux de transition sociétale qu'on est en train de vivre d'un point de vue autant environnemental. Alors, regardez, dans le dossier environnemental, c'est la même chose.
que dans le dossier social. On a extrêmement de la difficulté à se mettre dans une logique actuellement de recherche de solutions plus durables. Mais je pense qu'on peut jouer un rôle, c'est à nous de voir comment on peut le faire. Merci. Merci à vous. Donc, je change de micro. Merci beaucoup à vous quatre de vous être prêtés au jeu.